go down. Go down. Sting, rebonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, pour la dernière Hardy View sur C8, c'est vous que je reçois. Et franchement, ça me va très bien. Je suis très heureux d'accueillir l'homme qui envoie des SOS au monde et des messages dans des bouteilles. Alors, Sting, on ne sait pas très bien pourquoi, en 1972, Gordon Solomon vous a surnommé Sting, le dard. Est-ce parce que vous portiez sur scène un pull avec des rayures jaunes et noires, ou est-ce que c'est votre sexe dont il était question, le dard? Yes, I'm named after the arse of a bee. En fait, c'est le dard d'une abeille. Ah ouais. Enfin, le dard. But I wore these colors. Yeah. Mais en même temps, c'est les couleurs que je porte. I'm very proud. You are dressed in black and you have Vous êtes your little en gimmick, noir, you know. c'est votre hommage. Voilà, exactement. Alors, je vous parle de ça parce que je vous ai reçu pour la première fois dans l'une de mes émissions il y a exactement 15 ans, presque jour pour jour. Vous m'aviez dit que vous aimiez le sexe et vous m'aviez dit aussi que s'il vous restait 24 heures à vivre avant la bombe atomique, vous feriez l'amour pendant 24 heures. D'accord. Ouais. What would you do? Et qu'est-ce que vous feriez, vous? The same thing. Exactement. The same thing with my wife, like you. Alors, Sting, alias Gordon Matthew Thomas Summer, fils de Ernst Summer, livreur de lait, et de Audrey Cowell, coiffeuse. Vous êtes né le 2 octobre 1951 à Walsall, près de Newcastle. Vous avez donné 3000 concerts, vous avez vendu 130 millions d'albums et vous avez gagné 17 Grammy Awards. Alors, Sting, vous êtes de retour aujourd'hui avec My Songs, c'est-à-dire votre vie en chanson. 15 de vos plus grands tubes réenregistrés, certains remixés en utilisant les pistes originales, tandis que d'autres sont des enregistrements complets. C'est vrai, absolument. Alors, il y a de nouveaux arrangements et votre voix a changé. Elle est beaucoup plus riche. Vous avez plus de texture de voix qu'à l'époque, non? It's like an old red wine. C'est comme un vieux vin rouge qui gagne de la texture en vieillissant. C'est une meilleure histoire à raconter, je crois. On écoute tout de suite le nouvel album de Sting. I can't stand losing. I can't stand losing. I can't stand losing. I can't stand losing. I can't stand. Et voilà. You have nothing to do, you just listen to your songs. I never listen to my Vous savez, moi, songs. j'écoute jamais mes propres chansons. Donc, c'est une belle surprise. Ouais, ouais. Alors, quand on vous demande pourquoi un album de reprise, vous dites ce n'est pas par un manque d'inspiration, c'est juste drôle de revisiter des chansons. J'ai voulu que mes chansons sonnent le plus contemporaines possible. It's true.
When you Mais first oui, record a parce que song, lorsqu'on enregistre une chanson pour la première fois, le jour même de son écriture, ou disons le lendemain, à chaque fois c'est comme un premier rendez-vous d'amour. C'est passionnant, c'est excitant. Mais lorsqu'on est sorti avec la nana au bout d'un an, 2 ans, ou 40 ans, eh ben, on la connaît mieux, hein, cette femme ou cette chanson. On lui fait l'amour, disons, de manière plus expérimentée. Donc la première fois est plus excitante, mais à long terme c'est mieux. Est-ce qu'après ce disque, vous allez faire comme Elton John, vous allez faire un biopic de votre vivant? Jamais. Jamais. Not even when I'm dead. Même quand je serai mort. I'll write it in my will. Non, j'ai inscrit ça dans mon testament. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas la fin. Évidemment, c'est très compliqué. Pourtant, votre histoire est très belle quand même, celle d'un fils de Newcastle, working class hero, qui devient une star mondiale. C'est un super film quand même, non? Monsieur, non. Si c'était à refaire votre vie, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Rien? Non, rien du tout. No, I always feel this way. C'est toujours ce que j'ai ressenti. Hein. J'embrasse, j'accepte mon destin. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Tout ce qui m'est arrivé, je suis reconnaissant. Vous dites aujourd'hui, il devient difficile d'être optimiste. C'est vrai que dans les années 80, vous vous êtes engagé contre la déforestation de l'Amazonie en compagnie du chef Raoni. Mais aujourd'hui, le Brésil a élu un président qui se moque du droit des Indiens et qui vend l'Amazonie à l'industrie agroalimentaire. Duquel a menacé de le faire. Et ça, c'est de toute façon anticonstitutionnel, ça irait à l'encontre de la loi brésilienne. Donc, il doit quand même respecter la constitution du Brésil avant de faire ça. Raoni est reparti en campagne. Quand on voit Raoni qui revient faire la tournée des télévisions, est-ce que c'est pas la preuve que ça va mal au Brésil? Vous savez, le chef Raoni, c'est un symbole du sauvetage de la forêt, un symbole très très puissant. Mais le message d'il y a 30 ans reste le même aujourd'hui. Il est encore plus d'actualité d'ailleurs. Et donc je suis très fier de mon ami le chef Raoni. Alors, difficile d'être optimiste aussi en voyant la montée des populismes en Europe. En 2016, vous avez voté contre le Brexit. Vous parlez du Brexit en disant « a fucking nightmare ». C'est un cauchemar. Et ça continue de l'être d'ailleurs. Mais vous savez, l'une des bonnes choses dans toute cette histoire, c'est qu'il y a plus de gens qui ont voté aux élections européennes plus que jamais en Grande-Bretagne. Donc il y a une sensibilité très forte au Parlement européen. Le Parlement européen sera autre chose qu'une chambre d'enregistrement, elle sera plus vivante. Et puis la montée des partis écologistes en Europe est une très bonne chose, au même titre d'ailleurs que la montée de l'extrême droite. Donc je suis plutôt optimiste politiquement. Alors, les gens étaient remontés, dites-vous, à l'époque du Brexit, contre l'austérité imposée par les conservateurs. Et vous dites qu'ils ont voté, en fait, sans connaître vraiment les enjeux de leur vote. Disons que c'était un vote contre le gouvernement. C'était une espèce de motion de censure pour chasser le gouvernement. Mais le résultat de ce vote, c'est que maintenant on se retrouve dans une situation, on essaie de sortir de l'Europe, mais je ne pense pas que c'est ce que les gens voulaient en fait. En réalité, ils voudraient rester dans l'Europe. Donc s'il y avait un deuxième référendum, je suis sûr que le résultat serait dans l'autre sens. Mais vous ne croyez pas beaucoup au référendum? Vous dites en parlant des référendums, Hitler et Mussolini organisaient des référendums. L'adhésion à l'Union européenne était une affaire tellement compliquée que de poser une question toute bête, oui ou non, c'est complètement absurde. C'est beaucoup plus complexe que ça. On ne peut pas répondre par oui ou par non. On a un système parlementaire très bien développé en Grande-Bretagne et c'est comme ça que la loi se fait, c'est pas par référendum. Et effectivement, Hitler et Mussolini marchaient au référendum parce qu'ils étaient populistes, ils pouvaient tromper le peuple. Et ce qui est un peu triste dans tout ça, finalement, c'est que la reine assiste à ça impuissante. Alors ce qui est bien dans notre reine, c'est que même elle règne, même si elle ne gouverne pas, elle est le symbole du pays, mais elle n'a pas de pouvoir. Alors contrairement aux États-Unis, le roi des États-Unis, c'est Donald Trump et il a le pouvoir. Comment va la reine de votre vie, Trudy Stiller? Cette reine-là, elle est à New York en ce moment. Elle travaille très dur. Je lui ai dit que je veux prendre ma retraite, donc c'est à elle de gagner de l'argent maintenant. Alors je l'ai rencontrée il y a quelques années et on avait parlé de vous. Magnéto, Serge. Qu'est-ce que tu préfères chez lui? That's you! Ça, c'est difficile.
parce que c'est un homme qui j'adore, surtout tout le monde, mais c'est un homme le plus intelligent que jamais je connais. C'est son intelligence que tu préfères en lui? Ça, c'est un des choses. Ouais, parce qu'il est pas mal non plus. Qu'est-ce qu'il a de plus sexy? On est tous les deux, tu peux le dire. Écoute, tous les gens sont très très silents maintenant. Le plus sexy, j'adore son corps. Ouais, il est bien, ouais, on le voit souvent torse nu quand même. Ouais, voilà. Qu'est-ce que t'aimes le moins? De lui, about him. What you don't like about him. Oh. Il n'est pas un peu prétentieux? Non, je trouve pas. Ah bon? Écoute, ça c'est les journalistes qui disent ça. Il n'est pas prétentieux. Écoute, il est un homme très très intelligent. En plus, il a un visage. En plus, il le sait, quoi. Très beau. Ouais. Il est très fier de ce qu'il fait. Non, je pense que le mot prétentieux est un mot des journalistes qui sont vraiment jaloux de lui. Tu l'aimes, quoi? Oui. Oh, so cute. So cute. J'adore cette femme. You love her. C'est rare dans le show business des histoires d'amour qui durent aussi longtemps. We're not in show business, we're just Mais in a nous, on marriage. n'est pas dans le showbiz. Nous, on est mariés. Bonne réponse, bonne réponse. Il y a peut-être une dernière chose, là, j'en parlais à ma femme tout à l'heure, c'est la question Colombo. Alors, quand je vous ai reçu dans Tout le monde en parle en 2004, il y a 15 ans, vous m'avez raconté une expérience ayahuasca, un psychotrope puissant que vous aviez pris au Brésil. Et vous me parliez à l'époque de séisme intérieur. Après cette expérience, vous vous étiez retrouvé comme un soldat britannique dans la bataille de la Somme en 1916. You remember it? I do remember Je m'en very souviens well. très bien. 2 jours après, vous aviez un concert à Rio devant 200 000 personnes et vous aviez perdu quelques mois auparavant vos parents. Est-ce que c'est la chose la plus difficile que vous ayez eu à faire dans votre vie, ce concert? To lose your parents, De perdre mes parents, you have to learn philosophy. vous savez, on devient philosophe quand on perd ses Because you parents. realize that Il faut apprendre you are cette the philosophie next. parce qu'on se rend compte que notre tour va And I venir hope I après can eux. do it with courage Et j'espère pouvoir affronter la mort and avec with courage, wisdom avec sagesse and with love. et avec amour. Est-ce que depuis cette époque, vous avez eu l'occasion de reprendre de l'ayahuasca? Yes. Mais oui. It's a very, very Disons que trying experience. c'est une expérience très éprouvante, une expérience difficile. C'est une espèce de médicament qui vous force à traiter de questions qu'on a envie d'éviter. Like your mortality. Justement, telles que la mortalité, Like whether telles you que are a good person. est-ce qu'on a été une bonne personne sur Terre unie. Assieds-toi, Laurent. Ça va? Tu te souviens de Sting? C'est même pas que je m'en souviens, c'est quand une star internationale vous fait un compliment merveilleux, on m'en a parlé depuis 15 ans. Il y a 15 ans, dans Tout le monde en parle, je vous avais demandé ce que vous aimeriez avoir comme qualité dans la vie, et vous aviez dit l'intelligence de Laurent. Peut-être on lui a imposé cette phrase, Je pense pas que ce soit naturel. parce qu'il ne me connaissait pas 10 minutes avant. Mais ça m'a fait tellement plaisir. J'ai pu rentrer chez moi, j'ai renoué avec ma femme. Ça a été Cette petite phrase a été formidable pour moi, et je voulais le remercier encore. Est-ce qu'on peut regarder Magnéto, Serge? Quand vous vous regardez dans la glace le matin, vous vous dites quoi? I see my father Je vois mon père, more and more. de plus en plus. Et il te dit quoi ton père dans la glace? No, I say I thought you were dead. Je lui dis, mais je pensais que tu étais mort. I'm not. Il dit, non, je suis pas mort. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique? Un peu moins d'argent peut-être. I wish I had your wit. J'aimerais bien avoir votre esprit. Ah, c'est gentil.
Éric Dupond-Moretti, rebonsoir. Nous sommes très heureux d'accueillir le meilleur défenseur du monde, loin devant Varane et Umtiti. Alors, vous êtes sur scène au Théâtre de la Madeleine dans À la barre, un one-man show coécrit avec Adrien Raca. Vous y jouez votre propre rôle et vous racontez votre itinéraire d'avocat pour ensuite dénoncer les dérives de la société actuelle. Alors, vous avez eu envie de faire ce spectacle suite à une engueulade avec Nicolas Demorand sur France Inter à propos du procès Mera. À l'époque, on est en novembre 2017, Demorand vous a reproché de défendre Abdelkader Mera, vous confiant à l'antenne qu'il trouvait obscène de comprendre la douleur de la mère des frères Mera. Et vous lui avez répondu, vous êtes un commentateur, vous devriez avoir du recul comme les juges et les avocats. Et c'est vrai que ces journalistes qui confondent interview et débat contradictoire, il y en a partout maintenant. Oui, alors surtout, il trouve que je suis obscène parce que j'ai dit que la mère de Mera était une mère. Oui. Et je lui dis donc en direct à la radio que ça n'est pas une vache et qu'elle n'a pas vélé. Oui. Ouais. Alors c'est très troublant parce que c'est un intellectuel en plus. Ouais. Ouais. Et que cet homme me dénie au fond la possibilité de défendre Abdelkader Mera et dénie à sa mère le fait d'être une mère, ça en dit long sur notre époque. Oui. Et vous avez décidé finalement, dans ce spectacle, entre autres choses, d'expliquer le métier d'avocat. Oui. Et vous êtes devenu l'avocat des avocats. Ben, on s'est rendu compte, après l'affaire Mera, enfin pendant l'affaire Mera, après l'affaire Mera, qu'il y avait une incompréhension majeure. Et que dans une des plus vieilles démocraties, la nôtre en l'occurrence, patrie des droits de l'homme, on ne savait toujours pas ce qu'était un avocat. Bah oui. Je me souviens quand Vergès a défendu Klaus Barbie, il était en but à beaucoup de critiques, alors que tout le monde mérite un avocat. Encore faut-il le répéter 25 fois. Même Klaus Barbie, je veux dire, c'est comme ça, c'est la démocratie. Ouais, bon. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Moi, j'ai été élevé avec ça, vous aussi, j'imagine, hein? Oui. Alors, dans la deuxième partie du spectacle, vous mettez en exergue les dérives de notre époque, les journalistes procureurs, justement, comme Edwy Plenel et Élise Lucet, c'est-à-dire qui sortent de leur rôle de journaliste, en fait. Écoutez, il est en récidive, le sieur Plenel. D'abord, il a publié les écoutes, les enregistrements crapoteux. C'est la Fédération française de foot. Enregistrement, il faut le préciser, qui serait interdit à la police républicaine de notre pays. Puis il est en récidive avec l'affaire Benalla. C'est deux mecs qui parlent entre eux. C'est-à-dire que demain, on sort d'ici, là, on s'exprime publiquement. Mais ce qu'on s'est dit avant et ce qu'on se dira après... Ce qu'on s'est dit dans ma loge, ce qu'on s'est dit au bistrot, ce qu'on s'est dit chez vous, ça ne regarde que nous. Et la police ne peut pas enregistrer ça. Et il devient une espèce de blanchisseur d'informations sales. Alors on va perquisitionner chez lui, c'est pas la peine puisqu'il file tout à la justice. Et là, il y a quelques jours, ils disent mais grâce aux révélations de Mediapart, deux mecs sont en tôle. Moi je préfère Zola, vous voyez, j'ai pas envie qu'on m'enregistre. Et je trouve ça crapoteux. D'autant que Plenel, pendant 20 ans, il a chouiné parce qu'il avait été écouté de façon injuste. Par Mitterrand, à l'époque du Rainbow Warrior. Oui, absolument. Et il s'assoit aujourd'hui sur toutes les règles. Parce qu'il s'estime le garant de la morale publique. Et moi, je n'aime pas les gardiens du temple. Ils me terrorisent. Alors, sont victimes de votre vindicte aussi les chaînes d'infos en continu que vous accusez d'ouvrir des procès télévisuels alimentés par des experts retraités. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. L'ancienne présidente de cour d'assises, l'ancien flic à la retraite, qui discutent pendant des heures d'un dossier qu'ils ne connaissent pas, les avocats qui n'ont rien à faire là, alors ils n'ont pas de dossier, ils ne connaissent pas non plus une pièce du dossier, et le psychiatre qui délivre doctement son diagnostic. Sur un mec qu'il n'a jamais vu. Il l'a jamais vu, exactement. Alors, balance ton porc. Là, vous dites, on voit la morale se substituer à la justice. Ouais. Je dis qu'effectivement, il est indispensable de soutenir les plaignantes les plus timorées, il est indispensable de dénoncer les mecs qui se tiennent mal, il est indispensable que la parole des femmes soit libérée, mais c'est à la justice et à elle seule de recevoir ces plaintes. Or là, les plaintes sont reçues par la toile, sans filtre, les procès publics sont ouverts, et comment un type qui est innocent fait-il pour se défendre ?
Alors, l'hygiénisme. Il y a un moment dans le spectacle, le moment que je trouve le mieux, c'est qu'à un moment, vous êtes sur scène, vous allumez une cigarette. Ouais. Et les gens savent pas s'ils doivent applaudir ou pas. Ouais. Il y a une espèce, vous l'avez noté, une espèce de latence. Et puis, ils applaudissent quand même, genre, allez chérie, on s'envoie en l'air ce soir. On applaudit un mec qui fume une cigarette. Non mais, non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Non mais, c'est un acte presque héroïque. C'est comme si vous avez été libéré des otages avec un couteau. Mais c'est vrai. Que c'est allumer une clope. Ça veut dire à quel point on est cadenassé aujourd'hui par les règles qui nous sont imposées. On s'auto-cadenasse. Oui, on accepte ça, bien sûr. Oui, les gens l'acceptent parce qu'en fait, on peut être libre. Vous démontrez qu'on peut être libre, voilà, c'est tout, on peut être libre. Oui. Cette pièce, elle a aussi pour but de faire réfléchir un peu les gens sur notre époque. Et ça y arrive. Mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Alors, vous avez beaucoup critiqué les gilets jaunes. Oh là! Comment ça va, mon bébé? Caresse-le dans le sens du poil parce que c'est un con. Non, vous avez beaucoup critiqué les gilets jaunes. Pourtant, votre mère aurait pu être gilet jaune. Non. Non? Non. Non, mais c'est quoi les gilets jaunes d'abord, aujourd'hui? C'est des gens... Non, mais c'est les mecs qui disent sale juif à Finkielkraut. Non, arrêtez, je vous en prie. C'est qui? Non. C'est quoi? Non, comment? Non, c'est pas ça. C'est des papis et des mamies c'est pas vrai. Qui font des tartes aux pommes sur les ronds-points le samedi après-midi. D'accord. Au départ, c'était ça. Et ils avaient des revendications qui étaient tout à fait légitimes. Ok, vous me posez la question. Maintenant, je reconnais que le mouvement est parti en quenouille. Mais au départ, moi, j'ai beaucoup de respect pour les gilets jaunes. Non, mais attendez. Vraiment. Moi, au départ, je suis dans la circonspection. J'entends des gens qui sont dans la difficulté et qui revendiquent un mieux-être. Et on s'incline. Voilà. D'accord. Alors, très vite, on se rend compte qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Et quand même, pour discuter avec le pouvoir, il faut un interlocuteur. Oui. On en vient à regretter le moustachu de la CGT, là. Martinez. Oui. Au moins, le mec, il dit qu'il faut doubler le SMIC. Donc on lui dit non, mais au moins, ça discute. Il y a une base de discussion. Et puis ensuite, on voit un certain nombre de choses qu'il y a sous les gilets jaunes. Et puis la revendication du peuple. Il y a 60 millions de Français, il y a 60 millions de peuples. Oui. Bon. Et qui sont aujourd'hui les fédérateurs, les organisateurs, et on assiste à quoi? Non, mais que le mouvement est mal tourné. C'est ce que je dis rien d'autre que ça. D'accord, mais au départ, pouvoir d'achat, quand vous gagnez 1000 € par mois avec deux gosses, et qu'il y a des gens qui gagnent 1 million par mois, c'est pas normal. Thierry, la proportionnelle. D'accord. Eric, il y a 40% des électeurs en France sont représentés par 4% des députés. Pardonnez-moi. C'est pas la démocratie, ça. Attendez, je pense qu'on dit la même chose. Bon. Mais quand j'entends, moi, un haut fonctionnaire qui nous raconte qu'il est en arrêt maladie depuis 5 ans, oui. Attendez, c'est peut-être légitime, je discute pas de ça. Le mec, il touche 2500 € par mois et il dit on paie trop d'impôts dans ce pays, c'est grâce aux impôts qu'il est payé. Bien sûr. Et je vois 3 autres types, moi j'ai vu ça à la télévision. Le premier, il dit Macron doit démissionner. Bon, ok, il a quand même été élu démocratiquement. Le deuxième, il dit non, il faut que l'Assemblée nationale soit dissoute. Rien que ça. Et le troisième, il dit sic, Macron est un arabe. Ouais. Alors, quand on est à ce niveau de discussion, ça pose quand même problème. Je suis d'accord. Et puis, à un moment, il faut quand même que ça s'arrête. Parce que quand Berléand dit qu'ils font chier le monde, au bout d'un moment, on est quand même... Et dites-moi, et les commerçants, les petits commerçants qui bossent... Ils font partie du peuple aussi. Mais ils font partie de quoi? Ils font partie de notre pays, du peuple. Ils ont besoin de bosser. Il y a des ouvriers, il y a des salariés. Comment ils font, ces gens-là, pour vivre? Bon, voilà. Ah, il revient, lui. Excuse-moi, je me suis trompé. J'ai confondu que Dupont-Aignan, lui, c'est un type formidable. Voilà. Ça m'étonnait. Excusez-moi, je vous adore. Je l'adore. Vous êtes allé manifester mardi contre l'antisémitisme? Non, parce que j'étais pas à Paris. Et si vous aviez été à Paris? Sans doute. Ouais. Sans doute. Ah, d'ailleurs... j'ai vu des choses absolument incroyables. J'ai regardé ce qui s'est passé. Il y a même un internaute là qui a ralenti le son et on entend clairement sale juif. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et de toute façon, s'il n'y a pas sale juif, il y a sale race. Oui. Et il y a sale race, retourne chez toi. Oui. Alors, Finkielkraut, on peut discuter. Moi, je ne suis pas loin s'en faut d'accord avec tout ce qu'il écrit. Mais on n'est pas obligé d'être d'accord et c'est assez sain dans une démocratie. Mais c'est un gilet jaune qui lui dit ça. Oui. Voilà, ça ne représente pas tous les gilets jaunes. Que l'on déteste les idées qui sont celles de Finkielkraut, moi je me reconnais bien là-dedans. Mais ça n'autorise pas à lui dire sale juif.
Peut-on tout laisser dire sur Internet? Non, mais moi, je suis pour, je vais vous dire, je suis pour un contrôle des réseaux sociaux et en particulier que l'on vire une fois pour toutes tous les anonymes. Bonjour. Je voulais te dire que je trouvais complètement déplacé que Laurent vienne t'emmerder pendant la review. Voilà. Dernière question d'actualité. Est-ce que vous défendriez les joueurs de l'OM face à leur public? Je crois qu'ils ont besoin d'une bonne défense, non? Oui. Alors, François Langlais, vous publiez chez Albin Michel un livre intitulé « Tout va basculer ». Vous dites, c'est le pitch du livre, c'est la fin du cycle libéral, le début d'un cycle autoritaire. Et c'est vrai, dans tous les pays, on voit bien, on passe à l'autoritarisme, au protectionnisme, et on sort du monde auquel on était habitué depuis des années. Oui, celui auquel on était habitué depuis même des décennies, c'était un monde dominé par le désir de liberté. Ouais. Qui s'est affirmé dans les années 60 avec l'arrivée d'une nouvelle génération, celle des baby-boomers. Et génération qui s'efface, dites-vous, oui. Qui s'efface mécaniquement. C'est les lois de la démographie, ouais, c'est-à-dire elle part à la retraite, quoi. Hein. Oui. Et du coup, se substitue à elle une autre génération et d'autres valeurs qui sont centrées sur le besoin de protection. C'est le contraire. Après désir de liberté, besoin de protection, ça veut dire que là où on baissait les frontières et où on imaginait que le monde pouvait fonctionner sans l'État, eh bien au contraire, on rétablit les frontières. Et on restaure l'autorité de l'État dans l'économie. Alors, Woodstock, c'est fini. La mondialisation aussi, c'est le retour des États forts. On voit bien ce qu'on appelle l'illibéralisme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays dans le monde où finalement on ne respecte plus les règles élémentaires de la démocratie, en fait. C'est vrai. En fait, justement, ce besoin de protection, le problème, c'est que l'élite libérale traditionnelle, les partis politiques de gauche comme de droite qui gouvernaient les pays démocratiques ne l'ont pas vu. Ouais. Ils ont continué un peu sur leur lancée, sur le modèle d'avant, et du coup, les peuples se sont tournés vers ce qu'on appelle les populistes. Ouais. Généralement, quand on regarde ce qui se passe dans l'histoire, on voit qu'après un temps de trouble, qui peut durer quelques années, je pense qu'on est au cœur de cette période-là, les partis traditionnels eux-mêmes se réadaptent et finissent par bien considérer la demande politique des peuples et y répondre. Alors, il y a un truc que j'ai adoré dans votre bouquin, parce que c'est vrai qu'en 81, quand Mitterrand a été élu, je me suis dit, c'est ridicule. À un moment où il y a Thatcher, où il y a Reagan, où le libéralisme est en plein essor, nous, on choisit un gouvernement, finalement, socialo-communiste, puisqu'il faut le rappeler, il y avait quand même 4 ministres communistes au gouvernement Mitterrand en 81, et ce n'est qu'en 84 qu'il y a eu le tournant, où il a remplacé le Monroy par Fabius. Donc, effectivement, c'était un contresens de l'histoire absolument épouvantable. Et Mitterrand a essayé de rattraper le train, il l'a très bien fait, puisque après lui, il y a eu Jospin qui a tout privatisé. Donc je veux dire, on ne peut pas leur reprocher ça. Mais alors ce qui est extraordinaire, et vous le remarquez dans votre livre, effectivement, c'est qu'au moment où le monde devient protectionniste, nous, on élit un président qui est l'apôtre du libéralisme. Macron est un has-been, alors. Oui, en tout cas, il est arrivé sur une campagne avec des idées qui sont à contre-temps. Ouais. À contre-temps dans le monde, mais pas en France. La meilleure preuve, c'est qu'il a été élu quand même. Donc, de ce point de vue, son pari était bon. Mais comme vous l'avez dit, pour Mitterrand, finalement, 2 ou 3 ans après son élection, finit par se soumettre à l'esprit des temps. Macron, c'est pareil. Ah oui. Mais c'est pareil. Vous pensez qu'il va faire pareil? Regardez la différence entre le discours de la Sorbonne sur l'Europe, qui était plein de billevesées sur le fédéralisme, un peu les idées de l'Europe d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Et puis, ce qu'il a écrit dans la lettre aux Européens il y a quelques jours, ça n'a rien à voir. Il y a une demande de protection, il le dit. Bien sûr. Il le dit très, très clairement, effectivement. Et donc, je pense que finalement, dans un cycle à dominante libérale ou à dominante, au contraire, autoritariste, quelle que soit la couleur du gouvernement, le gouvernement s'y soumet. Il est obligé de s'y adapter. Mais c'est vrai que Macron, et dans le monde entier. Macron est arrivé, il a dit il faut que tout le monde soit milliardaire, Startup Nation. Et là, je l'ai vu cette semaine dire attendez, il faut de la jouer collectif. Je ne vais pas faire 66 millions de chèques. Attention, vous allez être déçus par le grand débat. Sous-entendu. Oui. Non, il y a pour le coup un changement de pied qui est assez net. Et à mon avis, il va s'accentuer dans les temps qui viennent. Parce que c'est ce que demandent les gens, quand même. Parce que c'est ce que demande la politique. Et la France, vous l'avez remarqué, toujours un peu en retard. Il y a des pays qui sont toujours en avance. C'est le Royaume-Uni,
et les États-Unis, le monde anglo-saxon. C'est eux qui déclenchent la Trump révolution et le libérale. Brexit. Et alors, la révolution libérale, c'est Thatcher et Reagan, et aujourd'hui, la révolution protectionniste, c'est Trump et le Brexit, bien sûr. C'est vrai. Donc on assiste, et votre livre le raconte très très bien, je dois dire, à un puissant mouvement d'inversion idéologique, donc tout va basculer. Et maintenant, Marcel Ruffo, vous allez me répondre très simplement par oui ou par non. On va faire une interview, les conseils pratiques du docteur Ruffo. Alors, les écrans aux enfants de moins de 3 ans, c'est oui ou c'est non? C'est oui. C'est oui. À condition qu'on regarde avec eux les dessins animés. Les téléphones portables aux enfants de moins de 12 ans, c'est oui ou c'est non? C'est oui. Vous êtes vachement libéral, finalement. Acheter aux enfants le DVD des Tuches 3, c'est oui ou c'est non? Je m'en fous. D'accord. Leur acheter le nouvel album de M. Pokora, ça c'est non? C'est non. C'est non. Ah, leur donner une cuillère d'huile de foie de morue tous les jours. Ah. Non. Oui. Ah oui. Par méchanceté. Par méchanceté. Moi, je trouve que ça les habitue à ce que la douleur. La vie n'est pas un jardin de roses, comme ça, ils s'en rendent compte tout de suite. Leur dire que le Père Noël a été inventé par Coca-Cola, c'est oui ou c'est non? Oh, c'est non. C'est non. Les priver de Nutella parce que c'est bourré d'huile de palme. C'est bien le Nutella. C'est bien le Nutella. C'est bien parce que ils ont fait, Ferrero a fait à Albin un établissement pour leurs anciens ouvriers, 800 yens par jour, une crèche et une maternelle fabuleuse, géniale, où sont aussi intégrés les enfants handicapés d'Albin. Ah oui, c'est bien. Alors vive Nutella. Ouais. Les gifler quand ils hurlent dans le train depuis 4 heures. Non, quand on tape sur un enfant, c'est on perd sa force et son assurance. Ouais. C'est toujours l'agressivité, en fait, la violence, c'est une absence de réflexion. Ouais. Donc si on est couillon, on gifle. Ouais. L'indifférence, ça fait plus mal que la gifle. Parce que quand il te dit, même pas mal, là on a envie de le tuer après. Ouais. Les habituer à ne plus manger de viande. Non, il faut manger de la viande. Il faut manger de la viande quand même. Leur mettre une petite fessée de temps en temps. Quand ils traversent la route, alors qu'on leur a pas dit de traverser, qu'on a craqué. Ouais. Après, on dit, j'espère que tu traverseras plus, quoi. Ouais. Mais dans la loi contre la fessée, ce qui a été intéressant, c'est aussi l'ajout de attention aux sévices psychiques. Ouais. Quand on dit à un enfant, t'es nul, t'es pas l'enfant que j'aurais voulu avoir, c'est plus grave qu'une tape sur les fesses. Bien sûr. Se balader tout nu devant ses enfants. Non. Non, parce que... Non et non. Parce que la pudeur, chez l'enfant qui apparaît vers 5-6 ans, c'est le début de l'autonomie. C'est-à-dire, je ne veux plus prendre le bain avec toi, je vais être seul au cabinet. Ouais. Donc, non, à part les naturistes, que je respecte de l'île du Levant, on ne se balade pas nu. Donc mon père avait raison. Leur faire ranger leur chambre tous les jours. Non, la tornade blanche, on s'en fout. Ah bon. Il faut qu'ils mettent du désordre. C'est thérapeutique, le désordre. Alors moi, là, je les obligeais à ranger, mes mômes. Eh ben, la plus pauvre. Oui, mais j'y suis pas arrivé. Donc à un moment, j'ai déclaré que certaines pièces de la maison, j'appelais ça les zones tribales. Oui. Leur offrir des cadeaux en dehors de leur anniversaire ou de Noël. Il y a une inflation là-dessus et je trouve que trop de cadeaux détruit le cadeau. Non, je serais plutôt circonspect. C'est vrai qu'ils ont des cadeaux tout le temps, les mômes. Sans arrêt. Moi, quand j'étais petit, j'avais un cadeau, j'étais super content. Et mon père avait une orange comme cadeau de Noël. Ah, voilà. Leur raconter quelques blagues racistes pour leur montrer qu'on peut rire de tout. Ils sont beaucoup moins racistes qu'avant, les enfants. La mixité sociale et des origines les rend beaucoup moins bêtes que ce qu'on a été. Là, vous avez raison, là aussi, c'est vrai. Je m'en suis aperçu avec les miens aussi, oui. Les aider à fumer leur premier joint. De toute façon, ils fument tous. Alors, je veux dire qu'il y a deux types de joints. Il y a le joint festif, qui est presque un rite initiatique, et puis le joint quand on va mal, qui est en fait une addiction pour guérir de l'anxiété. Ouais. Donc, le joint qui guérit l'anxiété, on consulte. Le joint festif, on voit bien que quand il dort l'hiver avec la fenêtre ouverte, c'est qu'il a fumé un joint. Ouais. Sinon, ils ont froid, les gosses. Les obliger à finir leur assiette d'endives. Moi, je dis tout de suite, je suis parti de chez moi pour plus bouffer d'endives. J'avais 16 ans. Non, mais ça, en général, les pères gourmands finissent toujours les assiettes. Ouais, d'accord.
Alors, je vais vous dire un truc qui m'est arrivé. Quand je finissais pas ma soupe, ma mère me l'a donnée le lendemain matin. C'est une bonne idée, ça? Non. Non, d'accord. Tu vois, maman. Et on commence par un quiz. Tout le monde joue. En hommage à Monsieur Poulpe, on va faire un quiz ménagerie. Alors, je vous montre la photo d'un animal et vous me donnez la personnalité qui lui correspond avec le prénom. On y va, Serge. J'ai pas compris le jeu. Ah, c'est là. Didier Bourdon. Ah, ok, d'accord. Ok, ça y est. C'était un bourdon. Ah, allons-y. Serge Lama. Oui, bravo. Et voilà. Jean-Paul Gaultier, tout de suite, vous. Voilà. Incroyable, hein. Serge. Joe Cocker. Joe Cocker. Joe Cocker. Ce jeu est très, J'attends très... Charles Basset avec impatience. Charles Basset. J'adore après la photo. La fouine. La fouine. Oui, la fouine. La fouine. Attention. Corneille. Ouais. Loi. Michel Jarre. Jean-Michel Jarre. Oui, oui, oui. Bravo. Lecoq. Yves Lecoq. Yves Lecoq. Ça, c'est dur. Là, c'est très, très... Nicolas Poussin. Le peintre. Putain. Ah, je pensais que personne trouverait. Flamand. Bernard Flamand. Les Flamands. Flavier Flamand. Flavie Flamand. Jean-Paul. Jean-Paul. Bah, c'est normal, hein, c'est plus un animal gay qu'un animal hétéro. Exactement, la couleur, déjà. Ouais, déjà. Ah oui, Moineau. Bernard Loiseau. Non. Non, c'est un... Wistiti. Alors, je vous donne un indice. Chardonneret. C'est une actrice italienne exceptionnelle dans la lignée de Gina Lollobrigida. Claudia Cardinal, c'est un Ouais. cardinal. C'est beau. C'est beau. Là, c'est très, très dur. Allons-y. Belle photo. Camille Serre. Putain, comment tu sais? Un cerf. Et tu connais Camille Serre? J'ai baisé toutes les Miss depuis 74. Miss France 2015. Ah oui, de 74, je remonte. Il y avait aussi Muriel Serre, mais bon, les gens s'en souviennent moins. Attention. Eugène Labiche. Oui. Tu vois, le problème avec Baffy, c'est qu'on ne peut plus faire de jeu, il gagne tout le temps. Attention. Attention, ce Franck Leboeuf. Franck Leboeuf. Ouais. Renard, Jean Renard, Marcel Renard, Jules Renard, pardon. Ou Bertrand Renard. Non. Jules Renard. Ou Samantha Fox. Ah, mais oui, Samantha Renard, voilà. Mais oui. En anglais. Et la dernière, attention, c'est très, très compliqué. Seagal. Steven Seagal. Ouais, bravo. Et voilà. Alors, qui a gagné? Encore le lot. Non, mais c'est les animaux, C'est là. incroyable. Dès qu'il y a des animaux. Lara Fabian, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous revoir. Merci. Ça va mieux? Beaucoup mieux. Et vous? J'explique à nos amis téléspectateurs, il y a quelques semaines, vous aviez annulé votre venue dans cette émission parce que vous étiez grippée, Lara. Oui. Ça va là? Ça va mieux. Vous n'êtes pas contagieuse parce que Laurent, il est flippé de la grippe. Non, elle était sévère, c'est vrai. Donc, ça va mieux? Merci beaucoup. Oui. Alors j'étais d'autant plus déçu que ça faisait 14 ans. 14 ans, vous n'êtes pas venu dans une de mes émissions. La dernière fois, c'était en 2005, dans Tout le monde en parle. Et Laurent n'avait pas été hyper gentil. Ah bon? Je suis carrément méchant, jamais content. Non, ça c'est Golnadel. Non, Magnéto, Serge. Lolo, je trouve que tu as été un peu méchant avec moi. C'est vrai? Alors, vous n'avez pas changé en 14 ans. Et je dirais pas ça de tout le monde, hein. Voilà. Elle s'est droguée à l'époque. Elle ferait plus ça maintenant. Non. Ah si. Incroyable. Alors, faut dire qu'à l'époque, Lara, c'est vrai, vous étiez un petit peu à fleur de peau. Vous aviez d'ailleurs déclaré « J'ai longtemps été très premier degré.
Je réagissais mal à la moindre vanne. Aujourd'hui, vous en foutez complètement. Vous avez vu ton Réponds, connasse. Alors, non, ça va, ça va. Mais je vais te coller une balle. on va essayer, voir comment vous réagissez. Allez. Dites-moi, Lara Fabian, à force de chanter trop fort, vous êtes devenue sourde? On a cru que c'était ça, Et vous le prenez bien, voilà. Alors, Lara Fabian, vous serez à l'Olympia les 24 et 25 mars 2020. Vous allez voir qui? Ouais, elle prend très bien les vannes, maintenant. Évidemment. Quand même. Mais tu peux traduire si tu veux. Le cinéma. Oh là là là. Alors, elle est belle, cette chanson. Nous allons parler de votre nouvel album Papillon. Bafi vient de faire un compliment. Je voudrais juste... parce que quand même... Non, cette chanson, c'est de qui? Oui, je m'en demande. Qui a écrit ça, sérieux? Moi. C'est vachement bien, fait y penser. Allez, enfin, et c'est quoi le titre? C'est un mot d'amour qui, à mon avis, t'échappe, chérie. Et voilà. Alors, Lara, après 20 millions de disques vendus dans le monde entier, vous faites votre grand retour avec un nouvel album, le 14e, qui s'appelle Papillon. Voilà. En fait, mais qui pour moi est le meilleur. Deuxième compliment, quand même, Bafi. Oui, Il vient de me faire 2 compliments. C'est pas ce qui lui arrive, là, oui. Est-ce dû au fait que je ne l'ai pas écouté? Voilà. Je me disais aussi qu'il y avait un truc. D'abord les fleurs et puis le pot. Alors, en fait, donc Papillon, c'était le surnom que vous donnez votre grand-mère, Farfalla, en italien. Et puis, elle vous demandait souvent, comme les papillons, si tu avais 24 heures à vivre, que ferais-tu? Elle prendra un crédit, je pense. Vous me posez la question, Thierry? On fait le testament, oui ou merde? 1 heure pour une feuille, un stylo? Il est chaud, là. Alors, si vous aviez 24 heures à vivre comme un papillon, vous feriez quoi? Je les passerais avec ma famille. Je réunirais mon père, ma mère, mon mari, ma fille. Avec tout le monde? Ouais, je réunirais vraiment les très très proches. Et je mangerais quelque chose qui me fait super plaisir et je serais en Sicile, au bord de la mer, dans la région de Nantes. Oui. Voilà. Jean-Paul, vous avez 24 heures à vivre. Faites quoi? Un testament. Il y a Linda qui attend. Ouais, merde. Oui, peut-être, si c'est pas fait déjà auparavant. Sinon quoi? Manger. Ah ouais. Et vous, alors, monsieur Poulpe, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez 24 heures à vivre? Le chaos intégral sur Terre, je partirais pas seul. Alors, cet album est le signal d'une tournée mondiale, le 50 World Tour, en anglais, the 50 World Tour. Et tout en région parisienne, ce qui est très novateur. Non, justement, tu vas voir. Pour une tournée mondiale. Tu vas voir. Saluons la performance. Il faut le dire, Lara, vous ne les faites pas, mais vous allez avoir 50 ans. Ouais, j'ai 50 ans. En fait, je suis dans la 50e année. Mais c'est dingue. Et pourtant, c'est bien comme ça. Je vais pas dire l'âge de Jean-Paul, parce que je suis discret, mais... 66. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Mais ça veut rien dire. À mon avis, ça veut rien dire, non. T'as un complémentaire ou... T'as quel âge? 38. C'est quoi ton prénom? Fabrice. Oh non, tu m'as eu, tu m'as brisé. Un véritable mentaliste. Et voilà. Et on enchaîne sur le ni oui ni non. Il n'a pas eu tête à s'appeler Fabrice, moi je Non, tu veux que je te dise? En fait, un de ses noms, c'est Erwan Cohen. Ça sonne aussi mal que Varek Ben Soussan. Varek Ben Soussan. Alors, tournée mondiale, New York, Saint-Pétersbourg, Bucarest, Sofia, Bruxelles. Et alors, il y a un truc que je comprends pas, Roubaix. Mais il n'y a pas que Roubaix, il y a Lyon, il y a Marseille, il y a Le Canet, il y a Paris aussi. Le Canet, c'est... C'est pas une tournée mondiale, Le Canet. Mais bien sûr que non, mais ça fait partie de la planète quand même. D'accord, oui. Voilà. Je crois pas, non, c'était exclu. Non, mais c'est quand même... Vous êtes la première chanteuse de l'histoire à placer Roubaix dans une tournée mondiale. Bon, faites ce que vous voulez. Chantez pas trop fort. D'accord, je vous promets. Ce serait dommage que vous redeveniez sourde. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Ça, c'est indépassable. C'est de qui?
Bah, c'est d'elle. Ah, merde. Non, mais cette chanson-là, vous parliez pas à un sourd, là, vous parlez. Non, je ne parlais pas un sourd. D'accord. Comme disait la chanson, vous en avez dit des je t'aime. Mais pas mal. Vous êtes une amoureuse. Oui, c'est vrai. Mais il faut aimer. Il faut aimer. T'as peur de m'aimer? Non. Et Pépé, plus? Je peux répondre 2 minutes ou bien tu vas prendre comme ça le plancher en toutes les deux? Je voulais me débarrasser de cette vanne pourrie. Tu connais avec plus con, moi non. Bon, non, vous avez eu pas mal d'histoires d'amour. Ah non, vous n'allez pas commencer avec Pas du tout. Ah, Par rapport à Carla Bruni, donne-moi un... Ah bah non, non, par rapport à Carla Bruni, on est à 1, 2, 3, 4, et maintenant le 5e, Gabriel Di Giorgio. Alors, votre album est numéro 1 au Québec bientôt, en France, et vous êtes au top en amour. Vous vous rendez compte? Pensez à ça. Je vais me toucher la tête. Numéro 1 au hit parade. Il y a d'autres choses qui portent bonheur. Et au top en amour. Mais enfin bon, vous avez passé... Vous avez passé des sales moments quand même. Hein. Vous dites, je n'avais plus envie d'être là, les médias ont été très durs, j'étais devenu une caricature, l'objet à détruire, on ne parlait plus de mes chansons ni de ma musique, j'étais sur les genoux. C'est vrai, j'ai eu une période, vraiment une réelle traversée du désert, parce qu'il y a eu une forme de... C'est vrai de bashing. En fait, j'essaie toujours d'expliquer les choses avec un peu de recul. Aujourd'hui, à 50 ballets, heureusement qu'on en a, qu'on en prend. C'est pas tellement ce qui a été dit, c'est l'acharnement avec lequel ça a été dit, et c'est la traduction que les gens qui n'ont pas le temps d'aller chercher ce que vous êtes comme artiste ou ce que vous êtes comme individu, la traduction qu'ils font et le raccourci. Du coup, j'étais juste celle qui gueule. Alors quand on le dit une fois, on le dit 2 fois, c'est rigolo. Le problème, c'est pas la critique, c'est quand elle est malveillante. Moi, la critique, j'ai aucun problème avec le fait qu'on n'aime pas une chanson, qu'on n'aime pas les thèmes que j'aborde, qu'on n'aime pas ma voix. Mais après, la traduire de cette façon-là, avec une telle méchanceté, j'ai eu un moment dans une émission terrible, un gars, carrément, il ouvre un bol de toilette, il ouvre des chiottes et il se met à vomir « je t'aime ». On est quand même en onde. Et c'était un caméo, c'était soi-disant une note d'humour. Je me souviens qu'à ce moment-là, j'étais... je sais pas, j'ai pas compris finalement pourquoi la méchanceté allait jusque-là et quel était le but, réellement. Et vraiment, même le public, j'ai vraiment entendu une sorte de... Écoutez, moi, j'ai une explication. C'est vrai. C'est du racisme social. Moi, j'ai une autre explication, Thierry. Ouais, c'est quoi? C'est que les chanteuses populaires ont toujours été du grain à moudre pour les humoristes. Oui, c'est vrai. Et que voilà, une vanne, 2 vannes, 3 vannes. Après, la marionnette des Guignols pendant des années. Après, c'est trop. Et les mecs, il fallait qu'ils fournissent tous les jours. On n'avait plus d'imagination et parfois pas de talent. Donc, donc trop, c'est trop. Alors, donc, vous étiez sur les genoux. Et c'est là que Gabriel est arrivé avec sa baguette magique. Braguette. Non, baguette. Relis ta fiche. Baguette, Laurent, baguette. Alors, il est magicien. Il est ingénieur magicien. Il fabrique les tours, à la fois pour lui-même et pour les... Voilà. Génial. Et Lara Fabian a déclaré, son plus grand tour de magie, c'est qu'il aime sans trucage ni artifice. C'est vrai. C'est la vérité. Et alors, vous l'avez rencontré sur la comédie musicale Casanova. Lui était membre de la troupe. Vous étiez coach vocal. Et un soir, écoute bien ça, Jean-Paul, c'est incroyable, ils vont tous les deux au bord de la mer, ils regardent le ciel, ils sont côte à côte, et ils voient en même temps 2 étoiles bouger. Je sens qu'on va pleurer, non? Ah, pas du tout. C'est juste une bagnole qui reculait. Et depuis, je porte des lunettes. Non, Lara, ces 2 étoiles est à côté de lui, en plus similitude capillaire, il y a quelque chose qui se passe et tout. Et là, vous dites, qu'est-ce que j'attends pour l'embrasser, putain? Mais oui, c'est compliqué quand même. Enfin, en général, les garçons sont, je sais pas, peut-être pas tous, mais un peu plus timides. Bien sûr, c'est les filles qui font le premier pas, bien sûr. Et là, et puis il y a eu une question. Je dis, mais est-ce que tu sais l'âge que j'ai? Il fait, non. Oui, maman. À l'époque, je savais très très bien qu'il était quand même relativement plus jeune que moi. 14 ans, c'est rien. C'est 12. Ah, il avait 14 ans. C'est 12 ans. Il avait 12. On a 12 ans de différence. 12 ans. Et il me dit, ouais, non, je sais pas. Enfin, alors il tape. 2-3 âges absolument erronés. Je lui dis, non, pas tellement. Non, j'ai 42 ans. OK, il fait, et là, je me suis dit que je pouvais l'embrasser. C'était sans risque. Oui, c'est bien, bravo. On est très heureux pour vous. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand même,
d'origine sicilienne Comme tous lui. les deux, donc Oui, c'est vrai. c'est normal. Bah ouais, ça Là-bas, aide. la maman, c'est sacré. Ça aide hein. les pastas, tu vois. On vient de la même ville que ma mère. Les Et pastas. vous avez les mêmes parents? Vous devrez voir Non. vos enfants. Non, mais c'est bien, vous êtes heureuse, là. Je me touche. Je me touche. Moi aussi. Alors, Malik Bentala, rebonsoir. Rebonsoir. Alors, vous avez été élu humoriste de l'année 2018 par le magazine GQ. Mais en fait, vous aviez été élu déjà humoriste de l'année par votre mère pendant 20 ans. Exactement. Donc finalement, pour vous, c'était pas vraiment une surprise. Non, pas du tout, non. Ça a plus de valeur en plus, le prix de ma maman, ouais. Voilà, c'est c'est clair. C'est quoi le prix de ta maman ? Quel parcours quand même, Malik Bentala. Cool. Quel parcours. Votre enfance dans le Vaucluse doit vous paraître bien loin. Les jogging taquini, la sacoche en bandoulière, le touchy dans les cages d'escalier. Il y a toujours le moment où ça dérape. Hein. C'est l'époque où vous étiez un rebeu, un peu grassouillé, fan du PSG. Ça faisait pas mal de handicap, hein, quand même. On part de loin. On partait de loin, quand même. Exactement. Vous voulez rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là... Adamo. Ah oui, c'est ça, oui. Alors aujourd'hui, vous habillez en hipster. Vous lisez les Inrocks. Vous mangez du quinoa. Et en devenant un bobo, vous n'êtes pas à l'abri de la maladie des bobos, le burn-out. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est pour ça que vous avez annulé beaucoup de dates de spectacles récemment? Oui, non, j'ai annulé beaucoup de dates parce que j'ai une maladie médiévale. J'ai une pneumonie. Oh, ça existe encore? Ça existe encore. Et là, il travaille sur le typhus, c'est pas encore... La tuberculose, le typhus, la diphtérie. Ouais. Non, mais vous avez dit en raison de problèmes de santé persistants. Ouais. Et nous, on s'est inquiétés parce on s'est appelé entre nous. Et alors? C'était ça, c'était les bronches, les poumons. Peu cher, et alors? Il y a Laurent qui est venu à la maison. C'est un truc. Alors jusqu'ici, tout va bien. C'est un enchaînement. Ah, joli. C'est justement le titre du film. Exactement. Que vous venez... Animateur ou pas? Bien sûr. Un artiste, c'est aussi un code barre. Hein. Alors, jusqu'ici tout va bien, un film de Mohamed Hamidi, qui avait fait La Vache avec Jamel Debbouze, qui avait bien marché d'ailleurs. Formidable, La Vache. 1,3 million, je crois. Génial. Donc dans ce film, il y a vous, il y a Gilles Lelouch, le frère de et Sabrina Ouazani. Allez. Eh oui, Si un jour on se sépare, il faut que je t'appelle pour te dire, parce que tout ça, ça marchera plus à chaque coup. Hein. Ouais, je sais bien, tu me diras. Je te tiens au courant. Vous n'êtes pas séparés, là. Et tant que tu te fais pas Attends. C'est ce qu'il a dit. Tant que tu ne fais pas gauler. Oh putain. Oh là là. Non, mais ça va bien. Ça va. Il y a qu'un truc que je comprends pas, parce que moi, je vous trouve que vous faites un couple formidable. Hein. Pourquoi tu l'épouses pas? Ah oui. Allez. Peut-être tu voulais faire ta demande ici? Putain, arrêtez. Non, arrête. Non, pourquoi c'est une bonne question et je vais y réfléchir. Voilà, très bien. Et voilà. Alors, jusqu'ici, tout va bien. Ça pourrait être le résumé de votre carrière. Sartek, fils. Merci Thierry. Il y a toujours... Il sait pas parler. Non mais vraiment Thierry, tu nous as toujours, on s'en parlait avec Franck, tu nous as toujours reçus depuis le début. Parce que vous êtes formidable. C'était les cotodes, dit la vérité. Alors, cette histoire de frigo devient culte, ça devient complètement viral. Magnéto Serge. J'aurais dû m'en douter qu'on était une famille bizarre. Vous savez à quoi on voit qu'on est une famille bizarre? À nos frigos. T'as vu le frigo des gens normaux? Quand tu regardes leur frigo, déjà quand tu l'ouvres, il s'ouvre pas comme ton frigo. Eux, leur frigo, il s'ouvre comme les portes du paradis, comme ça. Tu rentres dans le monde de Narnia, frère. Moi, j'ouvre mon frigo, le premier truc sur lequel je tombe, c'est une tête de mouton coupée. Le mouton, il te regarde comme ça. Champion du monde ou pas? Champion du monde ou pas? On ouvre le frigo. Ouais.
Ça va, comment ça va, Kylian? Ça va? Oui, non, mais moi, tu ne me parles pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Le match le plus important était nécessaire pour l'équipe de France. Après, on va demander au président du PSG parce que... C'est ça. Après, tu as le président qui arrive, ouais, projet sportif, pour gagner la Ligue des Champions. Mais c'est vrai que c'est un mec kiffant, Kylian. Mais Malik, tu l'avais dit qu'on allait gagner la Coupe du Monde. Écoute, oui, parce qu'on avait eu la chance de montrer Taxi 5 à l'équipe de France. Voilà. Et ça les a pas trop déprimés? Non, attends, il l'avait dit. Il l'avait dit, tu l'avais dit. Le Taxi 1 était sorti en 98. Ouais, bah oui. Le Taxi 5, 2018, et voilà. C'est vrai. T'as vu la volée en lucarne, là, contre Saint-Étienne? C'est un extraterrestre, il a 20 ans. Kylian, mais il a 20 ans, dans 2 ans, il trouve un vaccin, il libère un peuple. Ah ouais, c'est un il gagne Roland Garros, le gars, ça y est, c'est un génie. C'est un génie, Ah, Kylian, bravo. Il fait quoi dans la vie? T'as ce con depuis tout à l'heure qui me dit dans l'oreille, il fait quoi dans la vie, Kylian? Je vous ai réservé l'une de mes interviews les plus difficiles. D'accord. Oh non. On l'appelle l'interview... Difficile. C'est une bonne idée, Camille. Elle est bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Malik, de pire en ce moment? Refaire un film avec Franck. Qu'est-ce qui vous donnerait envie? C'est bien de rire, ça le soutient. Qu'est-ce qui vous donnerait envie d'être trompé? Déjà, qu'est-ce qui me donnerait envie d'avoir une meuf, déjà, parce que j'ai pas de meuf, déjà. Mais Zidane, qu'est-ce qui me donnerait envie d'être trompé, Zidane? Ah ouais, Zidane, oui. Tu laisses faire. Deschamps, tu laisses aussi? Non. En quoi aimeriez-vous être beaucoup plus nul? En Nutella. Très bien. Qui détestez-vous aimer? Ouais. Je suis obligé de l'aimer. Ça, d'accord. Ça, je suis d'accord. Même s'il me torpille, moi aussi, c'est le mec qui me fait le plus rire en France. Il m'a appelé hier. Mais quel... On peut dire la vérité? Dis la vérité. Ici, on dit la vérité. Minuit et demi, par là. Minuit, 1h du mat. Minuit, 1h du mat, ouais, voilà. Laurent Baffy, qui m'appelle. On ne veut pas répondre. On ne veut pas répondre. Ça va être pire si on ne répond pas. Ouais, c'est peut-être grave. Et puis surtout, vaut mieux répondre. T'es dans l'émission le lendemain. Ouais. J'ai pas envie de qui s'énerve. Donc je réponds et il me dit, écoute, je voudrais 12 000 € en billets de 5. Sinon, je balance plein de dossiers sur toi. Oh, putain. Et je lui dis, écoute, appelle Franck. Et je pensais pas qu'il allait le faire. Il a appelé Franck. Moi, il m'a dit, je veux 17 000 € en billets de 5 dans une poubelle devant Gare du Nord. Ils ont payé? Je n'ai pas d'amis. Évidemment. Non, pas d'autre ami comme toi. Oui, là, on va dire. Ils ont payé. Et donc, on va les accueillir extrêmement gentiment. Je vois que tu es super sympa avec eux. Et je les adore. Et ils ont un talent fou. Et on n'a pas fini d'entendre parler de ces deux enculés. Est-ce qu'il aime vraiment? Attends, le mieux qu'il m'a fait avant de venir un jour, il m'appelle et il me dit, je t'appelle pour te dire, n'écoute pas ce que les gens disent sur toi. Et... Moi, chaque fois qu'il me voit avec ma femme, il me dit, t'es venu avec ta fille, tu vois, c'est... C'est Laurent. Quand avez-vous déjà été heureux d'être malheureux? Alors attends, laisse-moi juste... Oui, laisse-moi repasser le brevet. La difficulté de l'interview, c'est qu'il faut avoir au moins le brevet. T'as 2 heures, prends 2 heures. Attends, est-ce que quelqu'un a des intercalaires? Parce que là, je suis noyé. Prends 2 heures. Non, c'est là où il est touchant parce que on voit qu'il est con et il est touchant. Quoi. Arrête, il a payé. Bête et on a une charge affective quand même. Sur cette bien sûr, on adore. Ah oui. Quels sont les défauts que doit avoir une femme pour vous séduire? La nymphomanie, je vois pas d'autre. C'est exactement ce que je pensais. Bah oui. Josiane Balasco, bonsoir. Alors, Josiane, pour quelqu'un qui a reçu un César d'honneur il y a 19 ans, vous vous portez plutôt bien. Ça va. Parce qu'en général, quand on a un César d'honneur, la première chose qu'on fait, c'est un check-up. Alors, Josiane Balasco, mesdames, messieurs, 90 films qui ont totalisé 120 millions d'entrées. 25 films à plus d'1 million d'entrées. On regarde Serge. Qu'on dépiote dans le noir au cinéma. C'est des trucs pour la toux, des pastilles, des cachous,
bonbon de machine à sous. Mais elle pas du tout une super nana. Une super nana. Une super nana. Une super nana. Voilà Josiane Balasco, l'actrice de comédie préférée des Français malgré les Bronzés 3. Écoute, il y a eu quand même 10 millions de personnes qui sont venues voir Les Bronzés 3, c'est-à-dire beaucoup plus que les 2 premiers films réunis. C'est vrai. Donc si vraiment le film avait totalement déplu, il n'y aurait pas eu autant de Bien gens. sûr, Voilà. non, mais c'est vrai qu'avant Les Bronzés 3, tout le monde vous demandait s'il y aurait une suite, et depuis le 3, on vous demande moins souvent. Si, on nous demande. Non, ils leur demandent pas s'il y aura les Bronzés 4. Ils ont leur peur. demandent de refaire les Bronzés 3. Alors dommage parce que Les Bronzés font du ski vient de faire 5 millions sur TF1. C'est quand même incroyable, 5 millions, battant Rabbi Jacob. C'est la combienième diffusion En des plus, pas Rabbi Jacob, qui est quand même un film aussi énorme, qui était diffusé le même soir sur France 2. Mais je l'ai regardé, je suis tombée sur Les Bronzés, ils font du ski, je l'ai regardé il y avait longtemps. Tu l'as regardé? Ah bah oui, c'est des souvenirs. Ah, c'est des génial. souvenirs de Elle jeunesse. se reconnaît plus maintenant. Ah bah non, je faisais Alors- 30 kilos de moins quand même. Hein. Non, mais, alors j'ai lu que vous ne seriez pas opposé à un Bronzé 4. Patrice Lecomte, le réalisateur, lui, il aimerait que la bande se retrouve dans une maison de retraite. Alors ça va être Les Bronzés font de la chimio, c'est ça? non Peut-être, ou Les Bronzés se rappellent plus de rien. Ouais, c'est ça. Les Bronzés, Alzheimer. Vous êtes ici ce soir pour un livre intitulé Jamais plus, publié aux éditions Pygmalion. C'est l'écrivaine que nous recevons ce soir. Serge, est-ce qu'on peut avoir une photo un peu... Voilà. Ça me ressemble. On n'a pas un truc avec la main sous le menton en train de mordiller ses lunettes, Serge? Un peu comme ça. Voilà. Ah, C'est mieux. Regarde. Et ça a été photoshopé, mais génial. Ça fait écrivain, là. Hein? Ah ouais. Alors, j'ai découvert en préparant cette émission que nous avions, Josiane, 2 idoles en commun. Première idole, Blake le Rock. Ah, toute mon enfance. Deuxième idole, Philippe Cadic. Alors, Blake le Rock, votre père lisait... Ouais, parce que mon père achetait en cachette de ma mère des petits fascicules. C'était des fascicules publiés en Italie et traduits en français. J'ai lu ça. Hein, et donc, il me les refilait. Donc, Blake le Rock était super beau, il lui arrivait plein d'aventures. Alors, Blake le Rock, ce qu'il faut dire, c'était un trappeur, C'est un trappeur au Canada. au Canada. Il voilà. était toujours en guerre contre les Anglais. Il y avait un môme avec lui qui s'appelait Rudy. Alors, ils avaient, ils avaient des chapeaux avec une petite queue derrière, comme ça. Et il y avait le professeur Occultis. Vous vous souvenez? Ça, je me souviens plus de tout. Ah bon. Moi, c'est marrant parce lu, que mais bon. moi, j'étais fasciné par Blake le Rock. Et c'est comme ça, à partir de ces pulps, que vous êtes passé à la science-fiction. Et notre deuxième idole en commun, c'est Philippe Cadic, que nous avons découvert au début des années 70. 70, ouais. Avant qu'il y ait les films. Bien Maintenant, avant. tout le monde vous dit, ouais, Blade Runner. Bien avant que les gens. Et il dit ça, les gens? Ouais, Blade Runner. Ah non, Blade Runner. Sauf que nous, on a Moi, connu... je dis Blade Runner. À l'époque, on a connu Le Maître du Haut-Château. Voilà. Docteur Blood Money, qui n'a jamais été fait en film. Ubik. À Rebroustan. Ouais. Voilà. Blade Runner. Alors, votre livre s'intitule Jamais plus. Et je dois dire à tous nos amis téléspectateurs que Jamais plus n'est pas la réponse à la question est-ce qu'il y aura un autre film des Bronzés? Non. Jamais plus, c'est le titre de l'une de vos 8 nouvelles. Voilà, hein. C'est un thriller qui est inspiré d'Edgar Poe. C'est une fille qui s'appelle Adeline. C'est un personnage. Moi, toutes les nouvelles m'ont été inspirées parce que je me couche tard et je regarde la télé. Et je regarde la télé sur les chaînes TNT, tout ça, et on tombe sur des documentaires incroyables, notamment le documentaire sur une psychique pour animaux, une médium à qui les gens américaines, à qui les gens venaient apporter leurs bêtes. Donc on voyait des propriétaires d'un chien qui venaient en disant mon chien a perdu l'appétit, on ne sait pas ce qui se passe. Et elle leur disait très bien, laissez-le moi. Elle restait un quart d'heure avec lui sur ses genoux. On avait l'impression qu'elle écoutait. Puis elle faisait revenir les propriétaires et elle leur demandait vous avez une peluche jaune sur le canapé? Oui. Mais pourquoi vous ne le laissez pas jouer avec? Voilà. C'est bien la preuve que les chiens sont rapporteurs. Hein. Voilà. Donc cette sorte de et depuis que j'ai vu ça, je me suis dit c'est un vrai personnage, cette bonne femme qui communique avec les animaux par Elle image. parle avec les animaux et un jour elle rencontre un corbeau qui s'appelle Jamais plus. Jamais plus, c'était en hommage au corbeau du poème d'Edgar Poe, et qui va lui balancer l'image d'une petite fille terrifiée. Et elle n'aura de cesse que de retrouver cette petite fille. Voilà. Alors il y en a une qui s'appelle Le Boss. Alors là, c'est vu du point de vue d'un chien. D'un chien, ouais, c'est qui un appelle chien. son maître le boss.
et qu'il l'admire vachement. Ouais, et bah, comme tous les chiens, il y a le boss, c'est pas le truc en disant qu'à la fin, on s'aperçoit que c'est un flashback. Ouais, et qu'il est à la fourrière. Et qu'il est à la fourrière, le chien. C'est vachement bien, ça. Il y a aussi adopteunzombie.com. Alors, vous êtes fan des zombies, vous? Ouais, bah, toujours pareil, comme le couche-tard, je regarde les séries de zombies. Ouais. J'ai regardé longtemps Walking Dead. Maintenant, ça devient un peu plan-plan, hein, genre plus belle la vie. Et puis, je regarde The Z Nation. Je vous conseille The Z Nation parce que c'est Walking Dead with de l'humour. Avec de l'humour. Ouais. Il y avait Télématin qui était bien. Ouais, mais bon. Alors, vous connaissez les bronzés chez Walking Dead? Écoute, moi, je suis tombée tard à la télé, sur la TNT, sur les zombies font du ski. Voilà. Ça, c'est pas pareil. Qui est pas un très bon film, ça peut dire. Les mais bronzés, quand même, ça mérite d'exister. Ça, c'est les bronzés chez Walking Dead. Magnéto, Serge. Bon, on va voir un nouveau coup de pied. Aujourd'hui, on va voir Mawashigiri, coup de pied circulaire. Alors, on appelle ça Mawashigiri, coup de pied circulaire, parce que c'est un coup de pied qui est circulaire. Alors voilà, Mawashi, bien que ce soit un coup de pied circulaire, ça ne se fait pas avec la jambe tendue qui fera un cercle comme ça, vous voyez? Il n'y aura aucune puissance, ça fera une espèce de coup de pied comme ça, par exemple, là, tu vois, là. Il n'y a rien du tout, là, vous voyez? Il n'y a rien du tout, Jean-Claude. Mawashi, c'est un coup de pied qui est beaucoup plus puissant que ça. Bon, Mawashi se fait en 3 temps. Premier temps, le genou se lève sur le côté. Deuxième temps, le genou va dans la direction de l'adversaire, le pied de base pivote. Et troisième temps, le pied va partir tout seul pour niquer la tête de l'adversaire. On est là. Je te perds ton restaurant, Jean-Claude, je te retire ta licence. Jean-Claude, pense à ta licence. C'est combien la statue là? 30 000 francs. Oh, elle est bien, j'ai envie de la prendre. Bah, attends, je vais te la marchander. Tu l'as fait à combien la statue? J'ai dit 30 000. Oh, dis, tu nous vois venir là. Ça vaut 15 000 francs ça? Non, 30 000. 20 000 francs? Non, 30 000. 25 000? Non, 30 000. Allez, 27 000 avec le tam-tam. Non, fais-moi 30 000. Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000, c'est un con. Aïe! Oh, je me suis fait un mal de chien. Bah évidemment, c'est une décharge à ordures ton truc, je suis sûr qu'il y a des rats. Non, y a pas de rats. Pauvre con. Bah, pauvre con. Bah, t'es malade ou quoi? Je vais te dire un truc qui va te faire plaisir, toi. Ouais. Tu vois, je me suis niqué plus de 80 gonzesses depuis le début de la saison. Et ben, sans te flatter, j'ai l'impression que tu vas être dans les 10, 15 premières, toi. Ça me fait énormément plaisir, ça, tu sais. Très bien fait. C'est bien, non? Très bien fait. Ah ouais, vraiment c'était pour vous, ça? Ah, ça m'a fait très plaisir. Vraiment, c'est kiffant. Ouais, ouais. Alors, le livre s'appelle Jamais plus et c'est publié chez Pygmalion. Il y a un truc, là, vous m'aviez pas dit que vous aviez arrêté le shit parce que ça faisait grossir, vous? Ouais. La dernière fois que vous êtes venu, vous m'avez dit j'ai arrêté de fumer des pétards. Très longtemps que j'ai arrêté de fumer des pétards. Oui, parce que je bouffe, sinon à 3h du matin, tu descends dans le frigo, tu manges du riz cru. Le bouquin, c'est quoi? C'est l'herbe de Geronimo, là, non? Ouais, mais c'est psychologique, on se plonge dans un délire, quoi. Ah ouais, il n'y a pas besoin... Il n'y a pas besoin. Non, parce que Geronimo, il vous file de l'herbe quand même, non, de temps en temps? Non, pour moi, je me dis, je fume pas, moi. Le calumet de la paix, non? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une bonne blague. Ah oui. Alors, Alban, le spectacle qui vous a fait connaître s'appelait Éléments perturbateurs. On va faire une interview Éléments perturbateurs. Je pète les plombs, putain, je pète les plombs. Putain, je pète les plombs, même je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse. Ça vous perturbe de vous appeler Alban? Non. Ça vous perturbe d'être reconnu dans la rue? Non, arrête. Non, pas. Ah, des jambons. C'est bien ça. Ah oui, les jambons. Ah oui. Alors on est sur du jeu de mots. Hein. Tu sais ce qui m'a fait quand même? Un jour, je reçois Jean Rochefort. Il dit, Laurent, tu connais Jean Rochefort? Il dit non. Je dis, Laurent, Jean Rochefort? Non. Et l'autre, quand même, il masquait, tu vois, parce qu'il se prend quand même pour un peu... C'est normal pour Jean Rochefort. Et Laurent, au bout de 5 minutes, il fait... Bochefort? Je dis non, Laurent, Rochefort. Il dit, mais je connais pas. Ça vous perturbe quand on vous demande un selfie alors que vous avez la tête dans le cul? Ouais, ça c'est... ça c'est le plus dur, ça. Ouais. Ah ouais. Ça vous perturbe quand on vous dit, ouais, t'es un comique, toi, vas-y, fais-nous rire? Non, mais... J'ai l'impression d'avoir le hockey, c'est horrible.
Ça vous perturbe quand vous allez quelque part et qu'on vous propose de la vodka à cause de vos origines russes? Oh non, pas du tout. ça me fait plus chier qu'on me propose de l'eau, hein, je te le cache pas. Alban, ça vous perturbe quand le PSG se fait humilier en Ligue des Champions? Ouais, bah oui, c'est ce qu'on attend du PSG, que ça existe en Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah c'est la bonne question. Hein. J'ai pas la réponse. Est-ce qu'il faut virer Nasser? Non, bah je pense pas. Après, si on vire Nasser, le PSG va ressembler à Dijon, sûrement. Ah ouais. Tu connais le proverbe, hein? Bah, c'est quoi? Rien à Nasser. Ça vous perturbe de perdre vos cheveux? Non. Ah ouais. Ah, je peux te filer une adresse, très bien. Regardez. Ouais, il a rajeuni de quoi? 20 ans, pratiquement. De 20 000. Ah, mais de 20 000. Ça vous perturbe quand on vous demande d'imiter Jacques Chirac? Bah ouais, parce que je le fais très mal. Donc, bah vas-y pour voir. Salut, c'est Jacques Chirac. Je suis pas d'accord. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que vous le faisiez quand vous étiez petit, en fait. Ouais, c'est ça. C'était quand il était président au collège. Voilà. Là, vous le faisiez bien. Il le fait pas si mal. Je m'amusais beaucoup. Ouais, c'est pas mal, ouais. Parce que c'est Jacques Chirac, maintenant, ce qu'il fait. Hein, ouais. Ça vous perturbe quand une meuf ne répond pas très rapidement à vos textos? Ah, ça dépend de c'est qui. Ouais. Ah, ça dépend de c'est qui la pute, là. C'est l'image que tu vois, ça. C'est l'image que tu donnes. Allez, deux. On s'est chatouille. Elle est chatouilleuse. Les couples secrets, là, oui. Ça vous perturbe quand vous n'arrivez pas à atteindre l'orgasme en même temps que votre partenaire? Ah, déjà, quel partenaire, déjà? Vita, tu ne réponds pas, hein? Moi, je comptais pas répondre. Mais vous avez été ensemble, hein? J'ai l'impression que ça perturbe plus ma partenaire. Parce que moi, que tu jouais en même temps que moi ou pas, oh, moi ça va, je suis bien. Moi, ça y est, je suis au max. Les hommes, quoi. Ça vous perturbe quand votre mère fait des vannes de cul? Non. Pas moi, mais ça a perturbé des fois mes potes et tout. Ouais, parce que votre mère, vous testez vos sketchs sur votre maman. Hein. Ouais. Puis ma mère, elle a un franc-parler. Ah ouais. Ouais. Ah, y a pas de J'ai une petite anecdote au collège, j'étais avec une copine dans ma chambre. Ma mère qui crie de la cuisine, tu vas quand même pas te faire sucer devant la Starac. Voilà, ça c'est ma mère. D'accord. Voilà. Ça forme. Ça, c'est des trucs qui sont importants. Tu veux l'appeler? Ouais. Appelons sa mère, ouais. Tu vas rigoler. C'est quoi son prénom? Catherine. Le haut-parleur, non. Ça va, maman? Allô? Ça va, maman? Maman, je suis avec Laurent Baffy, il veut te parler. Oui, Laurent Baffy. Ah ben, je l'aime pas, moi, Laurent Baffy. Bon, bah tant pis pour moi, je vous embrasse. Bon, c'est vous, Laurent Baffy? Oui, c'est moi, salope. Tu me crois maintenant? Et vous êtes con quand même à la télé, non? Oui, on est payé pour ça. Oui, bah ça c'est vrai. C'est ça qui fait votre charme. Je voulais vous féliciter, Catherine, pour votre site porno qui est vraiment bien foutu quand même. Hein. Site porno. Bon, bah, vous êtes con, mais je vous embrasse quand même. Ouais. Bravo, Catherine. C'est beau. Ça vous perturbe, Laurent Baffy qui fait des vannes, non? Pas du tout, pas du tout. Ah ouais, heureusement qu'il y a encore Laurent Baffy à la télé. Ah oui, c'est un peu ce que je pense. Et maintenant, François Xavier, on va voir si vous savez tout jouer. On va faire une interview, je peux tout jouer. Alors faites-moi François Cluzet, par exemple. Il y a énormément de poésie dans ce que tu fais, Thierry. Ah, t'es bon. Je suis le parent de ton gosse, hein. Faites-moi une bande-annonce de film américain. American Pictures proudly presents the true story of a man who wanted to live a new life. Academy Award winner Laurent Baffy. Coming soon. Trop bon. Oh. Faites-moi un directeur de théâtre. Ah, mon chéri, il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus d'acteurs, il n'y a plus... moi, je prends Baffy pour faire des entrées, mais bon... C'est pas du Corneille, c'est pas du Molière, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Ah, il est beau garçon, il est beau garçon. Hein. Ah, c'est tellement ça. Parfait. Nicolas Sarkozy.
Nicolas Sarkozy, l'imitation vintage. Ne flippe pas, parce qu'après, c'est Carla. Hein, J'aime beaucoup Thierry Ardisson. Je vais vous dire quelque chose. J'aime beaucoup Laurent Baffy. On a quelques bons souvenirs ensemble. Coluche. Comme j'allais le faire. Ah, Coluche. J'allais le faire. Coluche, oui. Ah, j'allais faire une fleur. Fleur. Comme ça. Vous la voyez, la fleur, là, Thierry? Vous n'avez pas dit en quelle saison non plus. Hein. Ah tiens, faites-moi un chanteur d'opéra. Malala vincerò, vincerò, vincerò. Oh là là. Faites-moi Jésus. Faut partir de ça, je pense. Il faut partir de ça. Je peux pas jouer au foot dimanche, je suis suspendu. Elle est bonne. Alors maintenant, on va un petit peu travailler votre acting. Faites-moi la peur. La peur. La peur? Oui. L'étonnement. L'étonnement. Ah bon? Ah bon? Ah bon? L'amour. L'amour. Je suis pas un garçon facile, Thierry. Je peux pas faire l'amour comme ça sur commande. Ah bon? Pourtant, on se plaît bien quand même. Bah, moi, je vous aime beaucoup, mais bon, vous êtes mariés. Une fois comme ça pour voir. Ah bon, si vous voulez, une petite branlette, mais bon. Animateur préféré des Français. Les gens vous idolâtrent. Vous êtes à un niveau où si vous décidiez d'écraser un bébé chat à coups de pelle, vous seriez toujours l'animateur préféré des Français. Ouais, mais je le ferai pas. Le bébé chat. Il faut dire que Michel Simès est le seul médecin que les Français ont les moyens de voir régulièrement. Et moi, vous savez que je suis 46e. 46e. Juste avant Goebbels, c'est-à-dire. Ah ouais, il y en a que 50 qui sont classés. Ah, c'est catastrophique. Ouais, je suis 9 millième, alors ça va. Hein. Qu'est-ce que je pourrais faire là maintenant pour que les gens m'aiment un peu plus? Mais 46e, c'est bien. Ah bon? Du moment que vous êtes dans les 50. Le jour où vous disparaissez, Thierry, là, faut arrêter la télé. D'accord, d'accord. Voilà. C'est un peu le conseil du premier de la classe. Il fait du coaching. Il fait du coaching en plus. Ouais. Il les a tous plantés. Même Nagui, qui était celui qui lui résistait, il a fini par le planter. Oui, mais Nagui s'est planté tout seul. Ouais, Nagui, j'ai pas eu grand-chose à faire. Il y a un moment où on se rend compte qu'il y a une imposture, quand même. Oui. D'ailleurs, pour ça que Michel a accepté le talk show, il s'est dit, si Nagui en fait un, après tout... J'ai accepté le mien, et c'est surtout que j'ai accepté aussi de faire un talk show avec Nagui pour l'aider à remonter un petit peu là. Voilà, ça c'est vrai. Si vous pouviez faire un talk show avec moi... Avec grand plaisir. Mais quand vous sortez de chez vous, le soleil se met à briller, les nuages se dispersent, les gens pleurent de joie quand ils vous croisent dans la rue. Je privatise la route qui va de chez moi à mon bureau. Ah ouais, vous êtes obligé, oui. Moi, je suis 46e. Bon. Mais vous avez été... Vous n'avez jamais été au-dessus. Alors, depuis toujours, même à l'époque où je faisais 2 millions de samedi soir, je faisais toujours 46e. Fou, ça. Ouais. C'est toujours la même place, 46? Toujours, oui, 45, 46. Ça fait 20 ans que c'est 46? Voilà, ouais, toujours. Et j'arrive pas à monter. Alors, il y a un truc qui pourrait vous faire régresser au classement, c'est votre position sur les gilets jaunes. Ah non. Alors, que vous disiez du mal de Maxime Nicole et d'Éric Drouet, ça peut se comprendre. Mais à un moment, vous avez dit quand même, il faudrait peut-être interdire les manifs. Et là, je crois que nos amis téléspectateurs, quand ils vont voir ça, ils vont arrêter de voter pour vous premier. Eh ben, on verra. Et parce que je suis pas sûr que mon avis soit... Alors, quand j'ai dit qu'il fallait arrêter les manifs, j'ai dit qu'il y a un moment, il faut... D'abord, effectivement, les deux leaders, vous faites référence à une émission de Yann Barthès quotidien où j'avais dit... On m'avait dit, vous avez un médicament contre la connerie, qu'est-ce que vous en faites? Je lui dis, je le coupe en deux et je le donne à chacun des deux, parce que quand même, ils tiennent des discours qui sont insupportables. Et voilà, j'assume complètement ce que j'ai dit. Après, les manifs, je dis simplement qu'à un moment, il faut arrêter, écouter ce qu'on propose, et si ça convient pas, continuer. Mais reprendre les manifs. Mais il y a un moment, il faut écouter aussi. Il faut savoir écouter. Vous rattrapez bien, là. Hein? On voit pas pourquoi il coupe le Médoc en deux, il n'y a rien pour Hanouna, du coup. Alors, à force d'être l'animateur préféré des Français, vous avez décidé d'être vraiment animateur. Ouais, animateur médecin quand même. Oui, quand même, je reste animateur de On vous retrouve jusqu'à la fin de la saison, donc tous les mercredis, en deuxième partie de soirée sur France 2, avec Ça ne sortira pas d'ici,
Alors le pitch, c'est un talk avec l'argument, comme on disait au théâtre, de la consultation médicale, ce qui produit pas mal de confidences, en fait. Oui, en fait, l'idée, c'était de faire une fausse consultation, parce que bien évidemment, je ne viole jamais les secrets médicaux, ce qui veut dire que mes invités people vont sur des choses très intimes, comme ça a pu être le cas avec Claudia Tagbo, qui a parlé de son cancer du sein, parce qu'ils veulent y aller. C'est pas moi qui vais les emmener là-dessus. Moi, l'idée, c'est de faire un talk show à la fois drôle, instructif, et qui permet de connaître des gens très connu, mais par un autre angle. Et le plus beau compliment qu'on ait pu me faire de ces émissions, c'est notamment, ça a été le cas avec Laurent Ruquier qui a fait la première, en disant on a découvert un nouveau Laurent Ruquier. Voilà. Alors avec Julie Gaillet, vous avez parlé de son périnée. Ouais, faut oser, hein. Alors il est comment son périnée? Orientable. Périnée orientale. Ce qui est génial. Oui, non, mais je vois que pas... Ce qui est génial, c'est avec le département. Ils viennent chez vous faire leur promo et en même temps, ça leur fait une consultation, quoi. Gratuite, voilà. Et alors, je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'hypochondriaques dans le milieu. Tous les artistes. Mais moi, si j'avais parlé de son périnée à Julie Gaillet, je serais devenu 100e au classement des animateurs. Ouais. Non mais, en Ardisson et tout. Vous, non. Vous lui parlez du périnée, ça passe, quoi. Oui, mais il me parle de choses, effectivement, dont il parlerait probablement pas ailleurs. Je pense qu'à un moment, s'installe une sorte de relation vraie entre... Ils finissent par oublier qu'ils sont dans une émission de télé. Ça, Je suis médecin, donc j'essaye de... Voilà. Je les regarde quand je leur parle, comme je le fais en consultation. Enfin, c'est les mêmes... Peut-être vous savez le faire, oui. Les mêmes fils qu'une consultation. Il faut venir avec sa carte vitale quand on est invité. Non, tu viens avec des sous-vêtements propres si je t'examine, surtout. Le périnée, vous appelez ça le practice parce que c'est là qu'on tape les balles. Oui, c'est drôle, non? Oui, on dit aussi le cochonnet, c'est là où tape les boules. C'est vrai? T'as vraiment dit ça? Oui, j'ai dit ça. Ah non, mais moi, je dis des trucs pas possibles en consultation. C'est l'humour un peu médecin, cordonnier. Oui, c'est ça, voilà. Salle de garde. C'est Carabin, c'est Carabin. Et puis, c'est une émission, ça me rappelle une pièce de Laurent, sans filtre. C'est-à-dire que je garde un filtre pour respecter les gens qui me parlent, mais je veux qu'on soit un peu subversif. Je veux pas de. Je déteste les précautions oratoires, le côté ah ben non, faut pas dire ça. Voilà. Dans une émission, j'ai reçu Bruno Salomon. Je lui ai dit Salomon, vous êtes juif. Si je dis ça, si vous dites ça dans une autre, les mecs, ils disaient mais t'es malade, tu vas pas dire un truc comme ça. Bah si, on le dit. Ouais, c'est pas grave. On peut parler de ça. On peut parler de plein de choses. Alors. On avait parlé du périnée. À l'époque, il y avait une dénommée... Ça vous obsède, le périnée? Non, c'est pas ça, c'est que c'est vous qui en parlez dans vos émissions. Moi, j'en ai jamais parlé. Je sais même pas ce que c'était. Alors... anatomiquement, c'est chez les dames entre l'anus et la vulve. Attends, papier-crayon. et chez les hommes, entre le début des testicules et l'anus aussi. Et voilà. Alors, il y avait une fille qui s'appelait Imperiali, qui avait musclé le périnée de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Vous ne vous souvenez pas de ça? Oui, elle l'a dit, elle s'est fait virer. Elle l'a dit, je ne sais pas si elle s'est fait virer. Ah oui, une coach. Une coach qui est muscleuse de périnée. On peut se muscler le périnée. Ah oui, heureusement d'ailleurs, les dames qui ont accouché doivent faire de la rééducation périnéale pour éviter les descentes d'organes. Obligé. Ah oui, quand on accouche, surtout par voie basse, il faut absolument remuscler son périnée pour que tout reste à sa place. Moi, j'adore mon périnée. C'est une zone vierge, je l'aime bien. Et très sensible en plus. Est-ce que tu aimes quand on embrasse le périnée? Non, j'aime pas qu'on m'embrasse le périnée, c'est une zone qui m'appartient, c'est une zone intime. C'est mon petit coin à moi. C'est une zone érogène, hein, très érogène. Mais pour l'homme aussi? Pour l'homme aussi. J'ignorais que les hommes musclaient leur périnée. Il serait temps de le savoir. Non, ah bon? Bah écoute, on apprend tous les jours. Elle a 3 enfants, en fait. Comment on muscle le périnée? Alors, chez la femme, c'est de la rééducation périnéale, en général avec des appareils qu'on rentre dans le vagin en demandant à la femme de contracter. Le hasard, c'est incroyable. Et chez l'homme, on n'a pas besoin parce qu'il n'y a pas de relâchement donc, pourquoi vous musclez votre périnée alors les hommes? Non, j'ai pas dit qu'on le musclait. J'ai dit que chez l'homme, c'est moins grave parce qu'on n'a pas de descente d'organes. Sarkozy et Carla se sont fait muscler le périnée. Surtout Carla, à mon avis, parce que je vois pas en quoi. Madame Imperiali, je peux. Donc je rappelle, tous les mercredis. Qu'on ne parle pas que de périnée dans l'émission. Le périnée, en deuxième partie de soirée sur France 2. Ça s'appelle « Ça ne sortira pas d'ici ». Le titre, vous l'avez trouvé dans une partouze, non? Ouais. Le vrai titre, vous savez ce que c'était? Oui, un suppôt et au lit. Un suppôt et au lit. Et Madame Ernotte n'a pas voulu. Non, c'est pas Madame Ernotte qui n'a pas voulu. C'est quelqu'un d'autre dont je ne parlerai pas, je ne citerai pas son nom, mais qui probablement, et d'ailleurs, je le lui ai dit en face, le jour où on m'a refusé ça, je lui ai dit, est-ce que tu as eu un traumatisme avec un suppôt dans ton enfance? Oui. Autant vous dire que je n'ai plus aucun contact avec cette dame à France Télé. Elle pense peut-être que, vous savez que les suppositoires, les gens les mettent à l'envers.
Oui, exact. Il ne faut pas le mettre du côté pointu, il faut le mettre du côté coupé, parce que pour des raisons anatomiques, quand vous le mettez du côté pointu, les sphincters vont le laisser ressortir. Alors que si vous le mettez à l'envers, voilà. Et c'est pas ergonomique. 40-50 suppos. Et tout de suite. Non, mais c'est vrai, tu vois. C'est pour ça, ce sale goût dans la bouche, j'avais pas compris. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est tourné juste à côté d'ici. Hein. Le plateau qui est là. Et bon, on va voir, on va y aller, on va voir. Ah bah voilà, on est là, regarde. Ah bah oui, c'est juste à côté. Viens, mon petit. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Ah ouais, mais c'est formidable. Ah, c'est dommage, il n'y a pas de chaise. Je vous aurais interviewé. Eh ben moi, je suis... T'es assis où, toi? Je suis là, derrière le truc, et puis les invités sont ici sur les chaises. Ouais, alors interview-moi, pose-moi une question. Tiens. Alors, on sait que vous avez eu une vie au début, Thierry, qui n'était pas forcément une vie recommandable. Oui. Vous avez eu beaucoup d'excès. Oui. Des addictions. Oui. Comment vous avez réussi à lâcher tout ça? Bah, honnêtement, quand à un moment j'étais accroché à l'héroïne, et ça m'a énervé. Ça m'a énervé de dépenser autant d'argent, d'être obligé d'attendre les dealers. Et j'ai trouvé qu'il y avait plus d'inconvénients que d'avantages. Donc j'en ai eu marre, en fait. C'est très marrant parce que j'en ai eu marre. Mais en avoir marre ne suffit pas toujours pour non, se mais sevrer. après, il y a eu de la volonté. Donc j'ai rien pris. J'ai pris ni Subutex, ni Méthadone. Je suis parti en Californie. Et pendant... je suis passé 3 mois en Californie à faire du jogging, à essayer de me reconstruire. Et ça m'est arrivé avec les cigarettes aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, j'en ai eu marre d'avoir la gorge sèche, de me réveiller en toussant, et j'ai choisi la vaporette. Est-ce qu'on réussit à ne plus jamais avoir envie de drogue quand on est sevré? Non, j'ai plus d'envie d'héros. J'ai envie de cigarette, mais plus envie d'héros. C'est plus dur de décrocher de la cigarette que de l'héroïne. Alors, Franck Dubosc, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici pour nous parler de votre nouveau spectacle 50-50. On y viendra tout à l'heure. Mais d'abord, il y a un scoop. Vous arrêtez les slips de bain, c'est vrai? Vous, Patrick Chirac? C'est plutôt les slips de bain qui m'arrêtent parce que... Non, j'arrête, j'en sais rien. J'ai dit que c'était la dernière fois. Je vais mettre un petit peu de temps avant d'en remettre. J'en ai marre de tourner dans les bains. Non, mais quand même, lui, il a arrêté de montrer ses fesses. Vous arrêtez le moule bite. C'est pas vrai. C'est la fin. Je vais prendre le relais. Hein. Non. On n'a pas vu la chatte de Clara Morgan depuis 10 ans. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin d'une époque, quand même, non? L'époque. Ouais, c'est l'époque. Alors, quand on vous a demandé, en fait, si vous referiez un camping, donc camping 4, vous avez répondu, je ne pense pas. C'est la raison pour laquelle j'ai fait All Inclusive, pour porter le maillot encore une fois, avant qu'il ne soit trop tard. Ouais. On est d'accord? Il n'y aura pas non plus de All Inclusive 2. Non. Ah. J'ai d'autres envies maintenant. Voilà, nous aussi, je te rassure. J'ai d'autres envies. Ta gueule. Est-ce que quand même vous ferez une ultime apparition en slip au César? Oui, j'aimerais bien. Une fois. J'aimerais bien arriver en smoking et l'enlever et dire voilà, si je suis là ce soir, c'est un petit peu aussi grâce à lui, à Patrick Chirac. Maintenant, je pense que j'oserais même pas le faire parce que je me dirais oh merde, prends ce moment au sérieux quand même, va pas se faire la balle. On a des grandes gueules, mais. Alors, il y a un an, vous étiez sur ce plateau. Un an presque jour pour votre premier film en tant que réalisateur, Tout le monde debout. Gros succès critique. Je vais citer Télérama parce que c'est quand même énorme. Un regard tendre et juste sur le handicap. Télérama. On a presque eu peur. Je rappelle le pitch de Tout le monde debout, c'est comme Intouchable. Mais à un moment, il baise, quoi. C'est bien expliqué, hein. C'est bien expliqué, voilà, ça donne envie. Il a donné la fin. C'est pour ça que tu voulais que je sois à côté? Je ne comprends pas, j'ai vu le film, je regarde l'affiche, il y a marqué Gérard Darmon, mais il n'est pas dans le film, pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Non, ce qu'il faut dire, parce qu'il faut que les téléspectateurs comprennent ce que vous dites, Michael. Franck a coupé une scène avec Gérard Darmon qui a été très, très malheureux. Il a été malheureux et on est tous malheureux quand on nous coupe des... En plus, c'est une scène vraiment de comédie. Il avait déjà été coupé, Gérard. Non, c'est une très belle scène, effectivement, qui, dans la longueur du film, mais non, à un moment donné... C'est vous le réel. Mais oui, mais moi, j'ai pas coupé cette scène parce que c'est moi le seul. On a tous été coupés, on a tous eu beaucoup de scènes. Non, mais là, c'est pas de l'antisémitisme. Et voilà. Et puis, Gérard ça a été malheureux que cette scène. Non, mais d'ailleurs, ça fait du mal à tout le monde, même pour le réalisateur. Parfois, c'est des scènes qu'on adore.
enlever. très Pour dur. l'équilibre du film, il faut les enlever. Gérard, si tu nous regardes sur mon Drucker. Ouais. Non, Gérard, Alors, si tu nous regardes, regarde le film. Ouais, C'est Gérard. excellent dedans. Il est excellent dedans. Donc 4 ans après À l'état sauvage, vous remontez sur scène avec votre 5e one-man show intitulé 50-50, la cinquantaine. Vous dites c'est un âge un peu bâtard, car on est vieux aux yeux des jeunes, mais encore jeune aux yeux des plus vieux. Bah ouais, et c'est ce côté-là qu'il faut prendre, voilà. Vous avez plutôt 55 ans, non? 55, ouais. Mais il faut du temps, faut que je digère avant de pouvoir écrire un truc. Ouais. Mais 50-50, on passe beaucoup sur les 50 ans, mais c'est surtout aussi sur ma vie, sur ma femme est d'une autre culture, sur c'est tout ça, c'est ma vie et 50-50, voilà. Ouais, c'est ouais. tout. Votre père vous disait, après 50 ans, tu verras, il y en a plus derrière que devant. Une belle phrase de merde, ça. Et Ouais. il avait raison, il est mort à 65 ans. Ah ouais. J'avais dit qu'on allait rigoler. Plus cher. Non mais vous remarquez à quoi l'âge qui passe? Qu'est-ce qui change dans votre vie? Je pense que ce qu'on perd le plus, moi, ce qui me manque le plus, c'est la candeur. Ouais. C'est j'aimais ça. J'aimais la naïveté, la candeur et tout. Et puis avec l'âge, on a tendance à... Même si on veut faire jeune, même si on veut faire tout ce qu'on veut, la candeur, on la perd. Ouais. Vous dites, c'est mon spectacle le plus personnel. Ouais. 90% de ce que je dis dans ce spectacle est vrai. Vous dites par exemple, ma femme est libanaise, alors vous avez 2 enfants qui s'appellent Raphaël et Milan. Je dis que mes enfants, dans le film, je dis mes enfants sont à moitié arabes grâce à leur mère, je fais comme ça, et je dis ils ont 2 prénoms, le grand s'appelle Raphaël et Rachid, et le petit s'appelle Milan et Mouloud. Et quand je dispute, j'utilise leur prénom arabe, ça me paraît plus naturel. Ben voilà. Mais votre femme, quand elle s'énerve, elle parle arabe aussi. Elle fait des you-you. Oui, bah, si elle commence à s'énerver en arabe, c'est que ça va être grave. D'accord. C'est que ça va être grave. C'est là où je le comprends le mieux. C'est là où je la comprendrai le mieux. À cause des enfants, vous hésitiez à remonter sur scène. Ouais. Non, parce que ils sont petits et puis dès le début quand on part tourner ou quoi, c'est difficile quand les enfants sont petits. Et moi, le grand tout de suite m'a dit oui, t'aimes mieux ton métier que nous. Oh là là. Ouais. Et c'est vrai. Mais je lui ai dit, j'aime mieux mon métier que vous et j'aime mieux ton petit frère que toi. Et comme ça, bien sûr, c'est pas vrai. Mais oui, c'est difficile, on est obligé d'abandonner. C'est la tournée surtout, c'est pas le fait de jouer ou d'écrire. C'est le fait d'abandonner ses enfants pour partir sur les routes. En parlant d'écrire, juste une parenthèse quand même, vous bossez comme un chien parce que vous sortez votre film il y a quoi, un an, là vous êtes déjà sur scène. Et là, je viens de terminer le prochain film. Oui, ça va fort. Mais j'aime ça. C'est pas des blagues qui sont piquées aux Américains, ça. Ça, c'est des vraies blagues. Sujet tabou. C'est pas des blagues volées. Bon, et maintenant... Gilet jaune, moi gilet jaune, demande les gilets jaunes, faut danser le petit. Gilet jaune, moi gilet... Alors, je vais vous dire, ne dites rien parce que votre attaché de presse m'a appelé il y a 3 jours en me disant surtout ne lui parle pas des gilets jaunes. Et toi, discret? Non, c'est pas ça, c'est que je m'appelle pas Michel Drucker, je m'appelle Thierry Ardisson. Ne dis pas ce nom devant moi. Donc, c'est moi qui vais parler. En fait, cette affaire de gilets jaunes, vous les avez soutenus, après on avait l'impression que vous êtes très tractés, après vous avez ressoutenu, très compliqué. Moi, je crois que vous avez réalisé 2 choses dans cette affaire. La première, c'est que vous êtes avant tout là pour faire rire les gens et pas pour donner votre avis sur la politique, un peu comme François Hollande. C'est ce qui vous rapproche de François Hollande. Et la deuxième, et je vous prie de le croire, sachez que vous avez fait bien plus pour la France d'en bas en vous trimballant en slip de bain dans camping qu'en prenant frontalement position. Donc, voilà. Pour moi, il n'y a pas de sujet, voilà. Mais je voulais vous le dire. Merci. Mais... On ne répond pas. Est-ce que vous vous réveillez encore la nuit en sueur en pensant qu'il y a des gilets jaunes qui vous poursuivent? Non, parce que pour être honnête, suite à ça, j'ai eu l'occasion de bien sûr beaucoup les rencontrer. Ouais. Et rencontrer les vrais, pas ceux que j'avais quittés. Ouais. Ceux que j'avais aimés au début, je les ai rencontrés. Ouais. Et on s'est parlé beaucoup. Tout s'est arrangé, j'en sais en tout cas. Regardez, je vais vous dire un truc, regardez ce que je porte sur moi tout le temps. Oh, un petit gilet jaune. Qu'est-ce qu'ils m'ont offert? Ils m'ont offert ça. Je vais vous dire une chose, ils m'ont offert ça pour une raison bien précise que seuls eux connaissent et que vous ne connaîtrez pas. D'accord. Non, mais je vous le dis, on ne parle plus des gilets jaunes. Non. On ne parle plus des gilets jaunes. Non. Quelle est votre position sur le conflit israélo-palestinien?
En tout cas, il y a une chose qu'il faut dire, que le premier qui n'a jamais changé d'avis me jette la pierre. Oui. C'est tout. Attention, jingle. On commence évidemment avec l'événement, le décès de Karl Lagerfeld cette semaine. C'est donc officiel, quand il a appris que le diable s'habillait en Prada, Dieu a décidé de s'habiller en Chanel cette semaine. Et oui, Karl Lagerfeld était la preuve vivante qu'on peut parler avec un accent allemand et avoir une queue de cheval sans être un acteur porno. Ouais, excellent, ouais, ouais. Je savais qu'elle vous plairait, Il faut avoir une culture porno quand même assez pointue. Ah ouais, c'est pour ça, je savais que vous étiez là. L'info qui intrigue tout le monde depuis, évidemment, c'est Choupette peut-elle devenir l'héritière de Karl Lagerfeld? Et immédiatement, il y a eu une réponse sur Twitter. Laetitia Hallyday qui a dit « Si jamais il faut quelqu'un pour lui donner ses croquettes et changer sa litière, je suis dispo. » Hashtag cat-sitting. Choupette qui deviendrait, du coup, la chatte la plus rentable de France depuis Zaya. Ah, ouais. Et deux. Passons au reste de l'actu. Des ophtalmologues écrivent à Macron pour demander un moratoire sur les LBD 40, donc contre les flashballs. Ce sont les ophtalmologues qui se mobilisent. J'imagine que contre la politique taxatoire du gouvernement, on doit s'attendre à une implication des proctologues. Wow. Oui. On la voit arriver, mais elle est bonne. Mais oui. Il les voit arriver de loin, je dois aller vite. En tout cas, les ophtalmos ne sont pas contents et ils ont envoyé 7 lettres au président. Monsieur, voilà, bon, alors c'est... Ouais, il faut bien savoir, oui, c'est en 2 temps. Celle-là, celle-là, je sais que j'étais surpris. Autre sujet, Robert Bourgi, l'homme au costume de Fillon, privé de sa Légion d'honneur, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Quand on voit ce qu'il a fait pour la France, c'est grâce à lui qu'on n'a pas François Fillon comme président. Ça mérite la Légion. Société à présent, certains élèves vont être privés de cours sur la sexualité à cause de la réforme du lycée. Oui, ça c'est sûr. Heureusement, certaines initiatives nous redonnent de l'espoir sur Twitter. Voilà, Jean-Luc Lahaye dit « Moi, je veux bien organiser des cours de rattrapage, toujours sympa. » Il est en crèche déjà. Ouais. Une étude intéressante cette semaine nous dit que plus d'un Français sur 2 a déjà accepté un emploi qui ne lui correspond pas pour sortir du chômage. Alors évidemment, on pense à tous les chroniqueurs de Touche pas à mon poste, déjà. On salue les collègues de la chaîne. Autre enquête sur le sommeil. Les Français passent sous la barre recommandée des 7 heures. On ne dort pas assez en France. Mais c'est en moyenne. Hein. Enfin, en Allemagne, ça va beaucoup mieux, par exemple. Oui, comme c'est en moyenne, eux, ils ont Michael Schumacher, donc ça aide quand même pas mal. Mais... c'est pas... Le public n'a pas cette vanne. S'il se réveille, je m'excuserai, vraiment. Conquête spatiale. La prochaine personne sur la Lune sera une femme, espère le chef de la NASA. Et nous, on espère que ce sera Ségolène Royal. C'est gratuit, monsieur Rigolo. Science. Apparemment, les voitures autonomes seraient plus susceptibles à renverser des personnes noires. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Quelle horreur. Robert Ménard aurait immédiatement commandé une centaine de prototypes pour essayer. À Poitiers. Je vous en avais parlé l'an dernier de cette statue qui m'avait intrigué. Cette belle sculpture sur le campus de Poitiers qui est un clitoris géant et qui a encore été volé. Alors j'espère évidemment qu'on va remettre la main dessus, mais bon, il n'y a plus qu'à espérer que ce ne soit pas un homme qui soit chargé de le localiser. Santé. À Marseille, le cannabis est enfin testé sur des malades de Parkinson. Bon, on va pas se mentir, le problème pour les malades de Parkinson, c'est pas tant de fumer le joint, c'est de le rouler. Économie. Ryanair réorganise pour faire des économies. Alors le problème avec Ryanair, c'est qu'on ne voit pas très bien où il pourrait encore trouver de quoi faire des économies. Parce que bon, si on regarde la politique financière de Ryanair sur les prochaines années, on va le voir sur le graphique, bon voilà, déjà pour l'instant c'est vol surchargé, bouffe immonde, personnel incompétent. Alors en 2020, il nous prépare, supprimer les gilets de sécurité et les masques respiratoires. Bon, c'est une économie possible. 2021, faire payer aux voyageurs l'utilisation de la passerelle pour monter dans l'avion. Bon, 2022, grande idée, ils vont mettre en place des places au-dessus du toit de l'avion. Voilà, vraiment, ça pourrait... Hein. Et puis peut-être 2024, chaque passager devra porter son baril de kérosène. Et enfin, 2025, là, on va piloter l'avion nous-mêmes. Voilà, merci Ryanair.
Sans transition, Vatican, accusé d'abus sexuels, l'ex-cardinal, oui, sans transition, hein, McCarrick défroqué par le Vatican, une première. Une première, effectivement, c'était la première fois qu'il était défroqué par des adultes. Oh, bravo, Bizot. Très bonne vanne. Sans pis. L'alcool, toujours responsable de 41 000 décès par an en France. D'un point de vue démographique, ça compense, puisqu'on sait que l'alcool est aussi responsable de nombreuses naissances. Oui, c'est vrai. En France. Allez, les brèves. Le pénis de baleine empaillé qui a été acheté 5 200 € lors d'une vente aux enchères. Regardez-le comme il est content, le bonhomme. Mais c'est vrai, on est comme ça, les hommes. On est prêt à payer très cher pour en avoir une. On peut mettre les deux mains dessus. C'est visuel, ça. Un père en état d'ébriété conduit son fils à la gendarmerie. C'est toujours délicat d'amener ses enfants sur son propre lieu de travail. Alors attention, là, du très lourd aux États-Unis. Sa compagne ne répond pas au téléphone. Il viole son chien. L'animal est euthanasié. Alors on va pas se mentir, je vois pas du tout le lien de cause à effet, ni dans la première partie, ni dans la deuxième partie. Mais je vais terminer par une vanne plus familiale, parce que c'est important, on est aussi un public jeune. Contrôlé pour excès de vitesse, le chauffard cache un poney à l'arrière de sa camionnette. C'est normal qu'il ait fait un excès de vitesse, parce qu'il avait beaucoup de chevaux sous le capot. Oh voilà. Voilà. On va passer à l'artiste de la semaine. J'ai fait tout manuellement, hein. Je suis désolé. Hop. Et chaque semaine, en 2019 encore, je propose d'aller visiter une expo artistique, découvrir un artiste. Nous allons à Vienne cette semaine et c'est un de mes préférés, un artiste contemporain autrichien, Erwin Wurm, qui expose des dessins notamment comme on va en voir un, voilà une œuvre qui prouve bien à Marlène Schiappa qu'un homme ne sait absolument pas se servir d'un aspirateur, ou encore celui-là qui est plutôt mignon, un concombre qui traverse les oreilles, a priori la seule technique qu'ont trouvé les végans pour avoir des boules qui 100% bio. Mais Erwin Wurm, au départ, est connu pour ses sculptures. Alors comme celle-là, que je trouve assez mignonne, que j'aime beaucoup, parce qu'on connaissait le sac à main, voilà, maintenant on connaît le sac à pied. Comme celle-là qui est très jolie, parce qu'on connaissait la pomme de terre en chemise, voilà, maintenant on connaît la pomme de terre en pull. Et grosse exclusivité, je ne sais pas si vous connaissiez, là, c'est la maison de Kate Moss, dans laquelle il a sans doute installé les toilettes de Kate Moss aussi. Voilà, tout ça, c'est Erwin Wurm. Et celle-ci que je trouve assez mignonne, voilà, on reconnaît Tariq Ramadan en train de rappeler l'importance du port du voile, mais mais ce qui a fait sa renommée internationale, c'est pourquoi il est le premier dans l'art moderne, c'est ce qu'il appelle des one-minute sculptures, c'est-à-dire qu'il demande aux visiteurs de prendre des poses décrites par lui et pour être eux-mêmes la sculpture dans le musée pendant 1 minute. C'est une bonne idée, c'est assez malin. On n'a pas l'air très malin, mais on est une œuvre d'art. Mais il assume, Wurm, il dit le ridicule ne doit pas être caché, au contraire, il faut l'exposer. Du coup, probablement que l'Olympique de Marseille, c'est une œuvre d'Erwin Wurm. Et il y en a d'autres, des rigolotes, voilà, comme ça, la tête dans le congélateur, Vie ma vie de Véronique Courgeot. Ou ici, voilà, Vie ma vie de Georges Tron. Ou ici, Vie ma vie de psychologue de Yann Moix. Vous l'embrassez de ma part. Et parfois, on peut jouer à deux. Vous voyez, c'est mignon. On reconnaît Christophe Castaner et Benjamin Griveaux, qui a plus de place dans la niche de Nemo. Et ma préférée, c'est la dernière. Je ne sais pas comment il y arrive, le gars. Le monsieur, il s'est inséré tous ses ustensiles de bureau dans les cavités du corps. Et là, vous allez me dire, mais tiens, il n'y a pas de tube de colle. Et là, je vais vous dire, oui, mais on ne voit pas tous les orifices. Et je vous dis, à la semaine prochaine. Oh, bravo! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.